Bonsoir à toutes et à tous. Pendant que les derniers s'installent, je vais prendre quelques minutes pour introduire la conférence, en profiter pour excuser Marie-Christine Jaillet, la présidente du CODEV, qui généralement fait l'introduction mais qui n'a pas pu être parmi nous ce soir. Pour les quelques-uns d'entre vous qui ne connaîtraient pas le CODEV est une assemblée de démocratie participative adossée à Toulouse Métropole, qui rassemble des acteurs divers et variés de la société civile locale et qui, entre autres, a vocation à animer le débat public sur des enjeux forts qui touchent la métropole. On a décidé de lancer un cycle de conférences sur les questions d'économie, d'innovation et des liens entre économie et territoire. Ce cycle devait être lancé par Pierre Vels, qui n'a pas pu malheureusement être parmi nous pour des raisons de santé. Et on remercie Jérôme Vicente qui a accepté au pied levé de le remplacer pour introduire ce cycle de conférences. Je vais laisser la parole à Jérôme Vicente pour environ une grosse heure où il va nous exposer ses travaux. Et puis ensuite, on aura un échange entre vous et le conférencier pendant encore une petite heure jusqu'à 20h. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole à Jérôme Vicente. Merci pour cette présentation. Bonsoir. Donc je vais essayer de vous passionner sur un sujet qui parfois ne l'est pas nécessairement, mais de vous passionner pour susciter le débat public, puisque c'est l'objet du conseil, sur un sujet. Donc c'est Marie-Christine Jaillet qui est venue me solliciter parce qu'elle connaît assez bien mes travaux. Contrairement au titre, je ne suis pas géographe innovation, mais économiste. Mes économistes se sont depuis longtemps, comme les géographes, beaucoup intéressés aux questions de développement territorial, de lien entre économie et géographie, et parfois même dans des oppositions un peu marquées, mais le plus souvent dans des collaborations entre économistes et géographes. Donc le sujet aujourd'hui, il est un petit peu large. Je ne dépasserai pas l'heure, rassurez-vous. Il est un petit peu large, mais si je devais essayer de le résumer à une seule thèse, ça serait d'essayer de comprendre, est-ce que la géographie de l'innovation contemporaine, finalement, ne serait pas source de creusement d'inégalités spatiales et sociales? Je vois des si. Il faut quand même essayer de voir s'il n'y a pas des plus et des moins, des forces opposées qui se rencontrent, et donc ça va être un petit peu l'objet. Peut-être que s'il y a quelque chose qui doit ressortir de ce soir, c'est quels sont les paramètres sur lesquels on doit vraiment pointer le regard et la réflexion pour essayer de bien comprendre ce lien. Et même s'il y a écrit Sciences Po Toulouse, je ne suis pas du tout politiste et pas un grand spécialiste de l'action publique, mais si on comprend bien ces paramètres, ces leviers, peut-être réfléchir ensemble à un renouvellement de l'action publique si on observe qu'effectivement un lien entre innovation et inégalité devait se développer. Alors, je l'ai formalisé un petit peu plus ici. On va essayer de comprendre, encore une fois, ensemble, notamment dans la discussion, c'est pour ça que je vais essayer de ne pas être trop long, de comprendre ce que j'ai appelé ici les empreintes spatiales et sociales des économies dites fondées sur la connaissance. Je pense que je n'ai pas nécessairement besoin de développer ce concept. Les économies fondées sur la connaissance, ça nous vient de la Commission européenne, du sommet de Lisbonne. On serait entré dans une nouvelle ère après le régime de croissance fordiste. On serait rentré dans un régime de croissance, alors je mets des guillemets à croissance, plutôt basé sur la connaissance et l'innovation, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors il y a deux empreintes spatiales et sociales qui semblent sauter aux yeux. Il va falloir quand même regarder ce que nous disent les données. Un renforcement du processus de métropolisation. Je crois que c'était un petit peu l'objet de Pierre Vels, d'ailleurs, s'il avait été parmi nous. Mais on pourrait ajouter une question, toutes les métropoles gagnent-elles? On pourra se poser ensemble la question sur Toulouse, si vous voulez. Et un creusement des inégalités sociales. Je me ferai presque le porte-parole de Thomas Piketty ici. Et ces inégalités sociales sont-elles également forcément spatiales? Les riches dans les métropoles et les moins riches en périphérie? Pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Là aussi, on va essayer de regarder ça de plus près. Donc, évidemment, il y a plusieurs empreintes, mais celle-ci me semble, en tout cas, l'objet de la présentation d'aujourd'hui, et elle me semble assez saillante. Et donc, face à ces empreintes, l'action publique doit porter
sur des paramètres qu'on va essayer d'identifier ensemble, dont on ne peut se passer et dont il faut clairement discuter les fondamentaux. Donc je vais prendre mon rôle d'économiste un peu théorique, mais en essayant d'être le plus simple possible. Puis une fois qu'on a tous ces paramètres, le plus compliqué, ça va être de voir comment ils interagissent. Et là, je pense qu'on pourra après discuter éventuellement sérieusement des leviers d'action publique que l'on pourrait avoir. Alors, précision, tout ce que je vais raconter est partiel. Il y a plein d'autres éléments qui rentrent en compte. Mais pour partiel qu'ils soient, je crois, et je vais essayer de vous le montrer, que ces paramètres sont relativement importants. Un petit menu, puisqu'on approche l'heure du repas. Je vais commencer par des évidences. Alors le mot est mal choisi, mais c'est un anglicisme. Des faits quantifiés, plus ou moins. Et puis essayer de mettre en lumière des causalités qui paraissent très simples, mais qui ne le sont pas du tout. Et dans le point 2 et 3, alors les couleurs, justement, il y a un code de couleurs. Le point 2 et 3, je vais essayer de discuter avec vous de comment l'économie géographique a traité de ces points-là, le lien entre métropolisation, développement économique, avènement de la société industrielle et autres. Et donc c'est une entrée économie géographique, et le point 3, c'est plutôt une entrée économie de l'innovation. Et on va voir après, en combinant ces points 2 et point 3, pourquoi la géographie de l'innovation, depuis le début des années 2000 et même un petit peu avant, est une économie à forte tendance polarisante. Et je crois que le point 5 est celui qui pourrait le plus vous intéresser, faire le plus l'objet de discussion. Alors c'est un petit peu spéculatif de ma part, mais on commence à voir qu'il y a une forme de retour des oligopoles. Alors les GAFAM, vous avez entendu parler, mais il n'y a pas que les GAFAM qui pourraient caractériser ce retour des oligopoles. Et finalement, là toujours en me faisant le porte-parole de Piketty, il y a une forme de concentration des rentes qui porte sur un nouvel objet qui est la rente de la propriété intellectuelle, qui, elle, peut avoir des conséquences très très fortes sur le développement des inégalités. Alors, là, c'est très très rapide, mais il va falloir qu'on creuse un petit peu ça. Et finalement, l'action publique, elle est un petit peu prise en tenaille. Il faut favoriser l'innovation, donc la métropolisation, donc l'excellence. Vous avez tous entendu parler de la CAM, ce nouveau concept, compétitivité, de notre collègue Michel Grossetti, Olivier Boelga. Compétitivité, attractivité, métropolisation et excellence. Donc l'action publique s'appuie, se nourrit de cette CAM, mais finalement, l'action publique, c'est le médecin qui est un petit peu coupable, parce que c'est en favorisant cela pour rétablir les conditions de la compétitivité, c'est lui qui cautionne quelque part le creusement des inégalités. Donc ce point 6, là aussi, j'en présenterai un petit peu les points clés. Alors, quelques petites images, quelques évidences. Le tournant métropolitain. J'aime beaucoup cette image. Elle me fait penser à un moment un petit peu triste à Toulouse, il y a 17 ans, l'explosion d'AZF, où les journalistes et même certains élus ont dit « mais pourquoi avoir mis une telle industrie en centre-ville ?» Alors que vous tous ici, vous aviez compris que c'était la ville qui était allée, qui avait mis 20-30 ans à aller se rapprocher de l'usine en question. Donc ça, c'est une vraie réflexion. Ce tournant métropolitain fait qu'il y a des phénomènes de diffusion, de concentration, de métropolisation qui s'accroissent, et cette image le caractérise assez bien. Peut-être moins évident, il n'y a pas un déterminisme technologique à ce phénomène de concentration urbaine. On a tous vu à chaque fois des incantations, dès qu'il y a eu un progrès technologique dans les transports, dans les communications, dire ben voilà, ça va neutraliser l'espace. Okay. Ça va réduire les contraintes spatiales et donc l'économie pourra s'organiser géographiquement de manière beaucoup moins contrainte qu'elle ne l'était auparavant. Le résultat est toujours l'inverse. Vous voyez, chaque révolution technologique est concomitante à un accroissement de la part de la population urbaine sur la part de la population totale. Bon, là, ce sont les États-Unis, mais à peu près la même courbe dans tous les pays développés. Alors, il faudra s'interroger là-dessus également. Si l'on regarde la littérature, je vais faire très très bref, les vilains économistes que je suis, dont je fais partie, vont nous dire que la métropolisation est économiquement avantageuse. Des rendements croissants dans l'offre de biens publics. L'offre de biens publics est plus efficace si elle fait l'objet d'une masse critique d'usagers que si cette masse critique n'est pas atteinte, chose assez basique. Un meilleur appariement des marchés, en particulier le marché du travail. Vous avez une offre plus diversifiée quand la concentration de la population est plus forte que lorsqu'elle est plus faible. Une réduction d'un certain nombre de coûts de transaction. Pour accéder à un panier de 10 biens, si je suis en ville, la probabilité
que ces 10 biens soient à ma disposition à proximité est forte, alors que dans un milieu rural, j'aurais des coûts de transaction pour accéder à chacun de ces 10 biens, ce qui se ferait une perte de pouvoir d'achat et autres. Mais pourtant, cette métropolisation, les vilains économistes se rattrapent, ils nous montrent que cette métropolisation est aussi l'objet d'externalités négatives et que celles-ci sont croissantes. Congestion. Tous ceux qui ont pris leur voiture pour aller à Blagnac à 8h30 du matin savent ce qu'est la congestion. Et savent aussi peut-être le risque en termes de productivité. Quand les salariés arrivent en retard au travail, etc., tendus, stressés. Pollution, effet négatif sur la santé publique, sur les générations futures. On est moins concerné en France que dans d'autres pays, mais des travaux très sérieux montrent, en particulier aux États-Unis, que plus la densité urbaine est forte, plus les phénomènes de ségrégation, de défiance, d'insécurité sont forts. Donc la métropolisation, elle aurait, de manière assez objective, des avantages et des inconvénients. Et ce qui m'a toujours amusé, moi, c'est quand je discute avec des géographes, c'est que finalement, un équilibre économique est un déséquilibre géographique. Et là-dessus, on peut disserter des heures entre économistes et géographes. Pour qu'une économie soit efficace, il faut accepter qu'elle soit géographiquement déséquilibrée, avec des cœurs et des périphéries. En tant qu'économiste, ça ne me satisfait pas, mais ça satisfait la grande majorité des économistes, en particulier ceux qui conseillent nos décideurs et qui leur disent « oui, il faut pousser la métropolisation, ce sont les conditions de l'efficacité économique ». Alors, ça, c'est la première série d'évidences sur la partie, j'allais dire, économie géographique ou géographie économique, qui est le premier volet de la réflexion. Le deuxième volet, c'est le paradigme de croissance dans lequel on est engagé aujourd'hui et depuis une vingtaine d'années. J'aime beaucoup ce graphique en haut à gauche, qui mérite quelques explications. C'est qu'à partir du milieu des années 90, ou fin des années 90, dans l'investissement en capital, la part du capital intangible a pris le dessus sur le capital tangible dans les économies développées. Ça veut dire quoi? Cela veut dire, alors, excusez-moi, c'est de l'anglais, mais l'intangible va concerner tout ce qui est immatériel, tout ce qui est impalpable, donc intangible, alors que le tangible va concerner l'acier, le bois, l'énergie, enfin, le pétrole, l'eau, donc des biens tangibles. Et on constate donc qu'on est passé d'une économie des biens tangibles à une économie des biens intangibles. Et ça, pour les économistes, c'est un point extrêmement important parce que ça change complètement la nature des processus concurrentiels et parce que ça change la nature des processus concurrentiels, ça change la géographie. Je vais faire un raccourci, mais que je vais développer. Quand vous avez une montée des monopoles industriels, vous avez aussi une montée de la concentration spatiale de l'économie. Il y a toujours une concomitance. Comme on pourrait dire, lorsqu'une usine ferme, le territoire périclite, il y a un parallèle entre la dynamique industrielle et la dynamique territoriale. Donc dans les années 80, la part du capital immatériel a pris le dessus sur le capital matériel, alors qu'en bas explosait le nombre de brevets. Donc c'est à peu près la même période, donc fin des années 80, début des années 90, on voit vraiment une pente très très forte. Donc la propriété intellectuelle devient un facteur de compétitivité très très fort. Les années auparavant, dans un régime fordiste, c'était les rendements d'échelle, une bonne division du travail, une production de masse, une compétitivité par les prix. Tout d'un coup, il y a eu un switch très très fort, pardon pour l'anglicisme encore, il y a eu un basculement très très fort vers cette nature. La propriété intellectuelle, par définition, c'est un bien intangible. Même s'il y a du tangible derrière, une fois que l'innovation est... Donc l'intangibilité du capital va générer des forts rendements croissants qui, en retour, vont favoriser la concentration spatiale. Ça, j'essaierai de vous en faire une démonstration assez rapide. Alors, si je reviens sur ces mêmes aspects, on constate en Europe comme aux États-Unis une forte concentration spatiale de cette propriété intellectuelle. Vous avez des données d'Eurostat à gauche qui représentent, excusez-moi, il faut que je regarde aussi parce que j'ai un petit peu oublié, mais cela doit être le nombre de brevets par milliers ou milliers d'habitants probablement. Et donc plus c'est sombre, plus il y a de brevets par milliers d'habitants. Et vous voyez une forte concentration sur la fameuse banane bleue européenne et sur quelques métropoles, avec un effet de diffusion du centre vers la périphérie. Et je me souviens d'un article scientifique qui parlait de The Blue Banana and the Small Nordic Potato, parce qu'on a quand même une patate du nord de l'Europe qui a émergé à partir des années 80. Et regardez aux États-Unis aussi cette forte concentration de la propriété intellectuelle. La petite ville de San José, vous la connaissez?
on la connaît moins que New York, que Los Angeles, elle est devant San Francisco, sa voisine, 40 km au nord, San Diego, etc. Donc avec une très forte concentration là aussi de la propriété intellectuelle. Je vais arriver progressivement à l'idée que cette propriété intellectuelle peut générer une rente et donc peut générer des phénomènes de creusement des inégalités. Quelques évidences toujours, ces fameux clusters dont je me permets une autopromotion à l'instant, j'avais oublié que j'avais mis ça, mais la part visible de ces économies fondées sur la connaissance qui va avec un phénomène de concentration des talents ou de l'industrie innovante, c'est ce concept de cluster. Donc c'est un petit peu la part visible de la géographie des économies dites fondées sur la connaissance. Alors attention, quand on parle de cluster, on dit beaucoup de bêtises, c'est pour ça que j'en ai fait un bouquin. Il y a des clusters que j'appelle ici naturels, et puis il y a les public funded clusters, donc ces clusters qui ont émergé ou essaient encore d'émerger à partir de soutien public. Ce sont deux choses différentes. Il n'y a pas l'once d'un soutien public dans l'émergence et le fonctionnement de la Silicon Valley depuis 70 ans. C'est purement un cluster naturel, comme le sont quelques autres, et puis on a des clusters qui, par contre, ont fait l'objet d'actions publiques très volontaristes. Si vous pensez Sophia Antipolis en France, c'est à l'époque des millions de francs qui ont été mis dans le développement de ce projet, dans les fin des années 70. Et je conclus ces évidences par peut-être, c'est ça qui va nous interroger tout au long de l'échange qu'on va avoir, c'est que, juste en guise d'exemple, la ville qui a le taux de sans-abri le plus élevé des États-Unis, c'est San José. Donc on est juste en dessous des entreprises que vous voyez, donc ça s'appelle The Jungle, ça a été démantelé en même temps que Calais, il y a 2 ans à peu près, mais c'est déjà revenu. Donc c'est une vraie interrogation, c'est la face cachée des clusters, inégalité et exclusion, et j'ai osé le titre, le capital cognitif dans le capital au XXIe siècle. Est-ce qu'on n'a pas là une simple illustration, alors c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité, mais une simple illustration de ce que peut générer en termes de cohésion une captation de plus en plus forte de la rente de l'innovation. Donc, qu'est-ce que ça peut générer sur la cohésion oui, la cohésion territoriale. C'est effrayant ce que je dis. Un petit peu, non, ça va? Vous n'avez pas trop peur? Alors, les explications, peut-être, je ne sais pas si on peut avoir des petits temps d'échange au milieu ou pas. C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez, mais parce que sinon je donne quelques éléments et puis on en discute après. Naturellement, on pourrait penser au prix du foncier. Au prix du foncier parce que c'est attractif, mais vous allez voir qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses et on va essayer de le voir. Alors, là j'en ai terminé des évidences et je vais jouer au petit prof, parce que je raconte ça à mes étudiants régulièrement. On va essayer de dresser à grands traits ce que disent les économistes sur ces phénomènes de concentration ou d'émergence des métropoles. Paul Krugman, très critiquable par ailleurs, a eu son prix Nobel pour un article de 1980 qui s'appelait en français « Rendement croissant et géographie économique ». Très mainstream, c'est que des maths d'abord, c'est 20 pages de maths avec une intro de 5 lignes et une conclusion de 10 lignes. Mais l'intuition est excellente, puisqu'il avait travaillé avec des historiens en amont et essayé d'expliquer l'émergence de cette fameuse manufacturing belt aux États-Unis, donc une concentration industrielle forte, alors que se développait le chemin de fer. Et il nous montre que l'avènement de la société industrielle, donc une division du travail et des rendements croissants de l'industrie, serait au cœur de la tendance de long terme à la concentration spatiale. Pourquoi? Alors, le phénomène est intéressant. La baisse des coûts de transport aux États-Unis par le chemin de fer a permis aux entreprises de pouvoir livrer des produits dans des espaces beaucoup plus étendus. Donc de pouvoir, par une meilleure division du travail, faire grossir l'entreprise. D'accord? Donc la baisse des coûts de transport a cassé ce lien qu'entretenait la production et la consommation d'un point de vue géographique sur des petits lieux. Production qui ne pouvait pas, et échange qui ne pouvait pas s'étendre du fait de la contrainte des coûts, même des techniques de transport. D'accord ? Donc ce lien est brisé, ce lien géographique entre consommation et production est brisé au niveau local et vont s'étendre les marchés au fur et à mesure que les travailleurs vont se spécialiser dans une partie particulière du processus de production. Je ne sais pas si vous me suivez, j'ai dû l'écrire ici.
Donc la contrainte spatiale de livraison des produits va se desserrer au fur et à mesure que les coûts de transport diminuent, permettant d'augmenter les rendements d'échelle en quelques lieux. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui suit, enfin tout est intéressant. Les travailleurs qui sont aussi des consommateurs vont se spécialiser et du coup vont faire appel au marché pour pouvoir accéder à des biens qu'ils ne produisent plus eux-mêmes et qu'ils pouvaient être amenés à produire avant l'avènement de la société industrielle. Pour le dire schématiquement, on pouvait être un petit artisan, mais on avait aussi ses poules, ses moutons, on se faisait ses habits avec ses moutons, etc. Là, on se spécialise dans une tâche, et en échange d'un salaire, on va acheter les autres produits qu'on ne produit plus soi-même. Résultat, ça crée une dynamique cumulative. Les entreprises qui peuvent fournir ces biens que vous ne produisez plus vous-même vont s'installer où? À proximité de l'entreprise qui a commencé à grossir. D'accord? Donc, cela pousse les fournisseurs de ces biens à venir se concentrer autour d'eux dans une logique qu'on appelle de causalité circulaire et qui est cumulative. Donc c'est la baisse des coûts de transport qui a généré le phénomène d'agglomération. Alors, il y a une limite chez Krugman, pas de prise en compte des effets sur les prix. Plus on se concentre, plus le prix de la terre est cher, et d'autres capitaux comme effet de seuil. Mais j'y reviendrai. Autre approche qui nous vient du Japon, et c'est les travaux des années 80 aussi, c'est assez vieux, mais c'est absolument passionnant, surtout que le Japon a toujours été concerné plus que les pays européens sur les problématiques de concentration urbaine. C'est non plus les transports, mais l'échange d'informations, ou ce qu'ils appellent ici de manière pompeuse les externalités de communication, qui, couplées à une dynamique des salaires et au prix du foncier, vont être la source d'une structuration entre espace urbain et espace périphérique. En fait, on va y réfléchir ensemble, c'est assez simple. Et ça nous permet de comprendre historiquement le phénomène de métropolisation. On va supposer qu'une firme, elle consomme deux types de biens. Des biens traditionnels, que j'appelle tangibles, qui sont détruits dans le processus de production. Et puis des biens intangibles, on revient à ce que je disais tout à l'heure, qui seraient des biens informationnels, des biens publics qui, eux, ne sont pas détruits dans le processus de production. D'accord? Là, vous consommez de l'information à travers ce que je raconte, ce n'est pas détruit, quelqu'un d'autre pourra en profiter gratuitement. D'accord? Si vous aviez consommé un bien tangible, ce bien tangible aurait été définitivement consommé et n'aurait pas pu servir à un autre producteur. Donc cette idée-là, elle est forte parce que cet accès à l'information est supposé être une fonction croissante de la concentration des firmes. Plus les firmes s'agglomèrent dans des lieux, plus elles sont pourvoyeuses d'informations qui peuvent servir à d'autres. Donc la densité informationnelle est plus forte dans les lieux où les acteurs sont fortement concentrés. Okay. Et ce que nous montre de façon très intéressante Fujita, c'est que les firmes vont arbitrer entre une nécessité d'accès à l'information, dont je vous expliquais que c'était une force centripète, une force de concentration. Si on veut accéder à l'information, il faut être dans des lieux denses en producteurs. Mais en même temps, ce qu'on ne prenait pas en compte Krugman, plus on se concentre, plus le coût du travail et du foncier augmente. Ces coûts du travail et du foncier doivent être absorbés par les firmes qui doivent augmenter les salaires et payer des loyers de plus en plus élevés, ce qui génère une force centrifuge. Deux forces opposées. Le besoin d'accéder à de l'information pousse à s'agglomérer, mais cela génère une augmentation des coûts qui pousse à se disperser. Ah donc, ce que nous dit Fujita, c'est que l'équilibre de localisation penchera en faveur d'une concentration au fur et à mesure que dans les processus de production, la part informationnelle de ce qui rentre dans la production s'accroît. Et donc, il nous explique un petit peu ce paradoxe entre développement d'une société de l'information et agglomération. C'est parce que l'information, malgré les réseaux, est plus facilement accessible dans les lieux où elle est produite que ce phénomène d'agglomération apparaît. Je fais juste une petite parenthèse, il y a des travaux très récents qui montrent que ce sont les pays où la part du capital humain est la plus élevée, où on voyage, où le voyage d'affaires est le plus élevé aussi. Ce qui veut dire que pour accéder à l'information, il faut se déplacer et être dans le lieu où est l'information. D'accord? Donc là, ça nous fait dévier vers les réseaux de villes, mais c'est une problématique aussi très intéressante. Donc, très grossièrement, on va observer des centres urbains composés d'activités à forte valeur ajoutée informationnelle, avec des salariés à haut revenu, entourés d'une périphérie d'activités moins consommatrices d'informations, donc plus liées à la production, et des salariés dédiés à ces activités. Donc des formes comme ça concentriques, liées à la nature de l'activité et son intensité informationnelle et les niveaux de salaire.
ils ont fait un prolongement 10 ans plus tard pour nous montrer que si la firme éclate son processus de production en activité fortement informationnelle et en activité faiblement informationnelle, on va observer un renforcement de ce phénomène avec une très forte concentration de la part informationnelle des activités dans les centres et une dispersion forte de la part de la production dans des périphéries de villes, mais aussi périphéries d'Europe ou périphéries, les centres d'appel en Afrique du Nord ou en Europe de l'Est, etc. Okay. Donc, première synthèse, sur la partie un peu géographie économique, il n'y a pas de déterminisme économique à l'agglomération ou à la métropolisation, pas plus qu'il n'y a de déterminisme technologique. Il faut vraiment croiser les deux. La réduction des coûts de transport, la réduction des coûts d'échange d'informations n'ont pas levé la contrainte spatiale. À l'inverse, les rendements croissants de l'industrie, comme on l'a vu avec Paul Krugman, la montée du capital intangible dans l'investissement, comme on l'a vu avec Fujita, ont renforcé l'attractivité des cœurs au détriment des périphéries de façon auto-renforçante, et ce, malgré les effets de seuil que je relevais tout à l'heure. Donc on a là quelques paramètres importants entre une société informationnelle et sa contrepartie spatiale. Mais ce n'est pas suffisant. Voyons un petit peu côté économie de l'innovation. Je l'ai rappelé à plusieurs reprises. Années 80, essoufflement du modèle fordiste, montée du capital intangible les années 90, des entreprises qui investissent de plus en plus en R&D, déposent de plus en plus de brevets, croissance de la propriété intellectuelle. La stratégie de la firme, très grossièrement, ce n'est plus la production de masse, mais la différenciation des produits, la course à l'innovation, etc. Un point qui va nous concerner au fur et à mesure de notre discussion, c'est une montée en complexité des produits et des technologies, qui va encore plus renforcer le phénomène de métropolisation, parce que lorsque les produits sont complexes, ils font appel à plusieurs briques de connaissances, et donc la disponibilité de ces briques de connaissances est d'autant plus forte que la densité d'entreprise est elle-même plus forte. Le sommet de Lisbonne, j'en ai parlé tout à l'heure, et donc quelques conséquences sur les métropoles et la concurrence territoriale, parce qu'évidemment, toutes les villes, aussi grandes soient-elles, ne peuvent pas gagner. Donc, comme tout à l'heure, quelques données. Une hétérogénéité très forte des pays et des régions en matière d'investissement en recherche et développement. Vous connaissez l'objectif de Lisbonne à l'horizon 2010 qui a été reporté à 2020. 3% du PIB consacré à la recherche et développement public et privé réunis. Vous entendez souvent parler du 3% de déficit public, vous le connaissez tous, mais le 3% du PIB consacré à la R&D, vous ne le connaissiez pas. C'est pour moi la preuve qu'on oublie, je le disais en introduction, quelques paramètres importants des politiques publiques, et celui-ci en particulier. Donc, là, on peut regarder la France, si vous voulez, qui tourne autour de 2,2, 2,3 en général. La définition n'est pas très nette, donc je pourrais vous dire, si ça vous intéresse, quel pays a quel taux. On aime bien comparer la France et l'Allemagne. Regardez, à partir des milieux des années 90, la part de recherche et développement des entreprises, pas cumulée avec les universités, la part de R&D des entreprises a fortement cru en Allemagne, alors qu'elle déclinait en France jusqu'en 2007. Je n'ai pas les données, je pourrais les avoir, mais elles ne sont pas là. Mais également, forte hétérogénéité régionale. Alors on va se vanter d'être la région de France, ancienne région de France, Midi-Pyrénées, qui a le taux, qui a la part du PIB la plus forte consacrée à la recherche et développement public et privé confondus, en Midi-Pyrénées en particulier avec la R&D privée. Mais l'hétérogénéité est assez forte. L'hétérogénéité est assez forte. Alors, dans la diapo précédente, finalement, on pourrait dire qu'on a ce qui rentre dans la machine à innover, les dépenses. Qu'est-ce qu'on y met? J'aurais pu mettre d'autres, le nombre de chercheurs, le nombre de docteurs, etc., le nombre d'ingénieurs. Mais bon, ce qui rentre dans la machine à innover. Maintenant, il faut regarder ce qui sort. Alors, c'est difficile de mesurer ce qui sort. Ce que font les économistes, ils prennent deux indicateurs assez basiques. Les publications scientifiques, dont normalement peuvent avoir un degré de corrélation avec le nombre d'innovations qui vont suivre, et le nombre de brevets côté entreprise. Très forte hétérogénéité là aussi, notamment sur les brevets. À droite, vous avez le nombre de brevets pour 1 million d'habitants, non, pour, je ne sais plus si c'est 100 000, ou, vous voyez l'hétérogénéité très 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 forte que l'on a en Europe là-dessus.
Je ne sais pas si vous avez vu, mais la France n'était pas trop mal placée dans ce qui rentre dans la machine. Elle n'est pas très bien placée dans ce qui sort. En brevet, elle doit être 10e à peu près, il faudrait compter. Et en publication, c'est la dernière à droite. Véritable interrogation qui pourrait nous interroger là aussi sur les leviers de l'action publique. Pourquoi mettons autant, si ce n'est plus que d'autres, et obtient-on nettement moins que d'autres? Est-ce que c'est un problème économique ou un problème structurel? Je vous montrerai que c'est essentiellement un problème structurel. Alors, l'innovation, c'est quoi? Difficile à définir, mais on va essayer de tirer quelques points clés. C'est un processus fortement systémique qui connecte différents acteurs avec des fonctions et des logiques propres. Une université n'a pas la même fonction, la même logique qu'une entreprise, d'où les difficultés qu'elles ont souvent à communiquer, qu'entreprises et universités ont à communiquer. Je le vis au quotidien en ce moment. Des acteurs donc, qui sont encastrés à divers degrés dans une même chaîne de valeur, donc des universités, des firmes, des institutions publiques, des interfaces, et puis on pourrait aller jusqu'aux citoyens, en fait, qui a souvent sa part aussi dans les processus d'innovation. Et donc la complémentarité des acteurs et leur logique d'encastrement et de mise en réseau sont un facteur extrêmement important de la performance à l'innovation des régions et des nations. Donc ce fameux ranking output supérieur au ranking input, on a des travaux sérieux qui montrent que les pays qui produisent le plus de publications et de brevets et qui n'ont pas un investissement si élevé que ça, ont des structures de réseau entre ces acteurs complètement différentes. Donc les acteurs sont beaucoup plus encastrés dans des structures sociales ensemble que ne le sont par exemple les acteurs en France. Je vais redévelopper cette idée. Alors pourquoi? La connaissance, les économistes disent que c'est un bien public impur, qui, pour être produite et renouvelée, requiert des formes d'incitation particulières. Je vais définir impur. Enfin, je peux essayer maintenant, mais c'est toujours assez difficile. Un bien public pur, c'est produit par un acteur et ça peut être absorbé par n'importe quel autre acteur sans le moindre coût. La connaissance, c'est à ce côté de bien public, mais il est impur. Pourquoi? Je prends une publication scientifique que je viens d'écrire et je vous la donne. Est-ce que vous allez l'absorber très facilement, sans coût? Si vous y arrivez, tant mieux. Moi, quand je prends une publication de physicien, je ne comprends strictement rien. Je dois me taper 4 ans d'études supplémentaires de physicien pour arriver à comprendre. Donc, ça a un coût. D'accord? C'est ça l'idée. C'est un bien. Quand vous prenez le journal Le Monde à votre voisin et que vous êtes habitué à lire Le Monde, c'est un bien public pur, qui ne génère pas de coût d'absorption pour vous. Par contre, une publication scientifique ou un brevet, une technologie nouvelle, il y a un coût d'absorption qui est très très élevé. Donc, ça requiert des formes d'incitation particulières qui sont de deux ordres. Des incitations publiques à la production et à la diffusion de la communauté académique, donc ça ce sont les carrières scientifiques, et puis des incitations privées dans le monde économique, des incitations qui sont liées à la captation de rente par les firmes. Les firmes accepteront d'innover si elles ont la garantie que si l'innovation aboutit, elles pourront générer une rente que les concurrents ne pourront pas générer. D'accord ? Donc on a ces deux formes d'incitation depuis la nuit des temps. La véritable question, c'est de savoir comment elles interagissent, ces deux incitations. Quand j'évoquais des problèmes structurels que l'on peut avoir en France, que l'on peut avoir à Toulouse, que l'on peut avoir en France, ces problèmes qui sont moins saillants dans d'autres pays, je fais référence en fait à l'imbrication de ces deux types d'incitation. Alors, de plus, comme je l'indiquais, la connaissance est par nature tacite, et donc sa diffusion requiert des mécanismes d'interaction non marchands, donc des réseaux, des relations de face à face extrêmement nourries, denses, pour que cette connaissance puisse se diffuser. Enfin, la connaissance étend sur un large spectre de transformation, du labo au marché, et requiert une structuration des relations entre les différents acteurs. Et donc, la question de l'interopérabilité des incitations publiques et privées, c'est un facteur clé de l'efficacité du design, j'aurais dû appeler ça différemment, des incitations et des processus d'innovation. Pour le dire autrement, une des faiblesses du système national d'innovation français, c'est que, alors pour le dire trivialement, universitaires et entreprises se parlent peu ou pas, se défient énormément, alors qu'il existe des fenêtres de collaboration possibles qui n'ont jamais été exploitées par l'acteur public, ou très très peu exploitées par l'acteur public. J'essaierai d'y revenir. Alors la littérature nous enseigne quelques éléments là-dessus. Ce degré d'emboîtement entre les incitations publiques et les incitations privées passe par une part d'étanchéité.
la recherche fondamentale est nécessaire, totalement déconnectée du monde économique, mais également une part de porosité. Une part de porosité parce que du capital cognitif est produit par la recherche publique et quelque part il est gâché parce que non utilisé par le monde économique. Et le monde économique, qui est dans une situation de plus ou moins de défiance vis-à-vis du monde universitaire, n'est pas enclin à venir bénéficier lui-même de ce capital cognitif. Alors, c'est des questions un petit peu idéologiques aussi derrière, mais on pourra y revenir parce que c'est des questions de débat qui sont importantes. Et la part d'étanchéité est absolument nécessaire, mais cette porosité dans un système national d'innovation ou régional est extrêmement importante, puisque, après tout, pourquoi le capital cognitif qui est produit dans les universités toulousaines ne bénéficierait pas en particulier aux entreprises toulousaines ? Très souvent, il bénéficie à d'autres entreprises qui ne sont même pas françaises, mais à d'autres. Donc cette porosité, elle nécessite des réseaux, elle nécessite des médiations, elle nécessite surtout de la confiance et de la réciprocité. Donc cette même littérature nous enseigne que les acteurs publics de la recherche doivent prendre une position centrale dans les réseaux en face d'émergence d'un nouveau domaine technologique. Elles peuvent s'effacer au fur et à mesure qu'un domaine technologique monte en maturité. Aujourd'hui, on a des enjeux technologiques forts, émergents. Il est important que les incitations publiques, donc la recherche académique, se positionnent dans ces réseaux. Après, laissons les entreprises exploiter sur les marchés. Ça, ce n'est pas le rôle des universités. Elle nous enseigne également, cette même littérature, que la montée en complexité requiert une porosité de plus en plus forte des formes d'incitation, puisque très souvent, cette complexité est mieux appréhendée, parce que dotée d'une très forte incertitude, elle est mieux appréhendée par la recherche académique. Juste pour vous illustrer cela, je pense que c'est extrêmement intéressant. Regardez en haut, alors un petit peu compliqué à expliquer, mais je pense extrêmement important. Donc vous avez de gauche à droite le secteur de... Désolé, je vais aller sur mon écran. Je crois que de gauche à droite, nous avons l'électronique, puis les instruments, puis les chimies et matériaux, puis l'industrie pharmaceutique, les process industriels, machines et consumers. Je ne vois pas trop ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on voit ? On a 3 périodes. Gris, clair, 80 je crois, noir, 90 et 2000 pour le blanc. Et en fait, ces barres indiquent le nombre de co-brevets, enfin le pourcentage de co-brevets parmi les brevets, donc de co-brevets entre entreprises et recherche académique. Et on voit que dans les secteurs les plus complexes, pharmacie, chimie, instruments, j'ai déjà reperdu le premier, cette part des co-brevets, donc cette porosité quelque part entre la recherche académique et la recherche industrielle, est devenue de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps. Okay. Et vous avez en bas un petit peu la même idée, mais cette fois-ci, si on compare Europe et États-Unis, vous avez, alors là, ce n'est pas un pourcentage, c'est un nombre brut, le nombre de publications d'universitaires citées par des brevets industriels. Généralement, quand vous citez quelqu'un, c'est que vous avez au moins lu ses travaux, si ce n'est interagi avec lui. Et donc, ça montre aussi, je ne défends pas le modèle américain, mais qu'il y a une culture aux États-Unis qui explique énormément d'ailleurs la performance à l'innovation, malgré toutes les critiques qu'on peut faire de la Silicon Valley, une très forte culture de l'imbrication forte entre les réseaux de chercheurs Stanford, Berkeley et le monde industriel. Donc, lorsqu'on innove, on s'appuie beaucoup plus sur la fraîcheur des résultats académiques qu'on ne peut le faire en Europe. Alors, deuxième synthèse. Sur la partie éco-d'innovation, les conditions de compétitivité ont évolué. On est passé de facteurs prix, production de masse, vers des facteurs plutôt différenciation des produits, complexité technologique. Et l'investissement en R&D privé et public est un indicateur de performance méso au niveau régional et macroéconomique de plus en plus significatif. Et la porosité des frontières entre science et industrie est un indicateur de la performance des systèmes régionaux et nationaux d'innovation. Peut-être êtes-vous surpris que je développe ce sujet-là, mais quand je parlais de paramètres qui ne sont pas suffisamment développés dans les politiques publiques, celui-ci, l'indicateur de porosité entre savoir ouvert académique et savoir protégé, savoir industriel,
le degré de porosité entre ces deux sphères est un indicateur très très fort. Si vous prenez des pays comme la Finlande, la Suède, alors c'est des contextes particuliers, des pays qui n'ont pas connu notre société industrielle fordiste et qui ont émergé beaucoup plus tard, mais il n'y a pas une substitution de la dépense publique en faveur de la dépense privée ou de la dépense privée en faveur de la dépense publique. Quand on met un de plus dans le public, on met un de plus dans le privé. Donc la complémentarité des deux est beaucoup plus forte. Alors, maintenant, on va croiser ces deux... Ah ben, encore le retour de l'autopromotion. Donc c'est la version anglaise du bouquin, cette fois. Si j'arrive pas à en vendre un ce soir, avec deux promotions. La géographie et l'innovation croisent quelque part ces deux problématiques d'économie géographique et d'économie de l'innovation. Donc, que nous enseigne le croisement de ces synthèses 1 et 2 que je viens de vous fournir de manière trop rapide, mais c'est pour essayer de présenter les fondamentaux les plus importants. Donc, il y a deux approches complémentaires et des enseignements et des débats aussi de politique publique en géographie et innovation. Première approche, donc je traduis le terme effet de débordement local de connaissances, knowledge spillover, qui est développé depuis plusieurs années par des auteurs comme Odrecht et Feldman et qui nous enseigne des choses très intéressantes. Et puis tous les travaux sur les clusters que je vais essayer de synthétiser au mieux. Et après, il faudra revenir à la question initiale. En quoi tout cela génère des inégalités, des problèmes de cohésion sociale et autres. N'oublions pas la question de départ. Donc premier résultat, c'est ces fameux effets de débordement de connaissances. Ça veut dire quoi ? Tout à l'heure, je vous parlais du fait que la connaissance était un bien public, mais un bien public impur. Quand une entreprise produit une connaissance, elle peut lui échapper. Elle déborde. Okay, donc c'est la notion de spillover, c'est cet effet de débordement. Mais est-ce qu'elle déborde aléatoirement, géographiquement ? Non. Il y a des travaux très intéressants qui nous montrent la chose suivante. Ça nécessite une toute petite minute d'attention. L'investissement, on a des corrélations basiques. Plus un pays investit en R&D, plus il innove. Bateau, comme idée. D'accord ? Mais vous allez voir la suite. Plus un secteur industriel ou une branche industrielle investit en R&D, plus elle innove. Bateau, classique. Donc on a ce lien, cette corrélation, cette causalité basique. Sauf que les économistes qui s'intéressent à ça montrent que la relation ne tient plus au niveau individuel de la firme. C'est-à-dire, si vous prenez une seule firme, si vous prenez plusieurs firmes au niveau individuel, vous pouvez remarquer que certaines investissent beaucoup en R&D et innovent peu, d'autres n'investissent pas du tout en R&D et innovent beaucoup. Si on le désagrège au niveau de la firme, et non plus au niveau du pays ou au niveau de la branche, la corrélation ne tient plus. On constate qu'il n'y a pas de corrélation. Ce n'est pas parce qu'on investit en R&D qu'on innove plus. Alors, ils arrivent, ces auteurs, à retrouver le sens de la corrélation lorsqu'ils introduisent de la géographie. Et qu'est-ce qu'ils constatent ? Que le vrai facteur significatif qui explique l'innovation, c'est la localisation géographique. C'est-à-dire que les firmes innoveront d'autant plus qu'elles sont localisées à proximité d'autres firmes innovantes ou d'universités. Donc, vous allez me dire, c'est bateau aussi, on se doutait que les entreprises qui sont dans des villes où il y a des universités et d'autres entreprises innovantes, ils vont innover plus. Mais il fallait déterminer le sens de la corrélation et surtout se dire, si je ne prends pas en compte la géographie, je n'arrive pas à expliquer pourquoi une firme innove et pourquoi une firme n'innove pas. Je l'explique au niveau national, je l'explique au niveau de la branche industrielle, mais si je l'explique firme par firme, je ne peux pas l'expliquer. Par contre, je remets la géographie, là je le réexplique. Donc c'est le facteur le plus significatif. C'est le facteur le plus significatif. Donc il y a eu 20 ans de littérature là-dessus. Toujours dans ces travaux-là, un deuxième obstacle qui est intéressant aussi. La création de nouvelles firmes est une fonction croissante de la concentration d'autres firmes innovantes. C'est-à-dire que les créations d'entreprises innovantes sont une fonction de l'environnement innovant des autres firmes. Pourquoi ? L'étude a été aussi menée par des sociologues, parce qu'on constate que les connaissances produites dans des firmes ne sont pas toujours sélectionnées par les managers de ces firmes. Mais est-ce qu'elles disparaissent, ces connaissances ? Non. Le créateur de cette connaissance peut quitter la firme et monter son entreprise elle-même. Donc c'est parce qu'on produit beaucoup de connaissances non explorées que se créent des entreprises à côté des entreprises existantes. C'est ce qu'on appelle des spin-offs, ou, lorsque c'est vraiment contrôlé, de l'essaimage. D'accord ? Donc là aussi, ça engendre une dynamique cumulative
de concentration d'entreprises innovantes. Donc là aussi, malgré les réseaux, Internet et autres, cette corrélation, elle tient fort et elle tient de plus en plus fort. Donc c'est pourquoi ces effets de débordement sont localisés. Pourquoi on innove d'autant plus qu'on est à côté d'innovateurs? On reprend toujours cette même idée, la connaissance est un bien public impur qui a une forte dimension tacite. Elle est d'autant plus tacite que l'on se situe très en amont de la production des savoirs. La transmission de connaissances tacites requiert un face-à-face, de la confiance, des processus d'apprentissage collectif, bref, des réseaux sociaux d'acteurs, le plus souvent situés à proximité. Lorsqu'on observe notamment que plus une université est classée haut dans le classement de Shanghai, plus il y a des startups autour qui émergent. Donc ça veut bien dire que ces startups, elles émergent de la connaissance qui est produite dans l'université. Après, pour des raisons XY, c'est créé à côté de l'université, pour des raisons très basiques, souvent d'ancrage territorial des acteurs. Alors, les travaux sur les clusters, je vous ai mis une petite image de la Silicon Valley qui me fait beaucoup rire. Dans les années 90, donc ces travaux se sont développés à la suite de deux choses, si on résume. D'abord, la recherche d'une meilleure organisation des systèmes régionaux d'innovation. Fini les politiques industrielles nationales, on essaye de revenir au niveau régional. Et, à mon avis, surtout, d'essayer de comprendre les raisons qui étaient cachées derrière le succès de la Silicon Valley depuis l'après-guerre. Je ne sais pas si j'ai beaucoup dépassé le temps, mais j'aime bien parfois avoir une petite anecdote. Ouais, je pense que je peux avoir une petite anecdote. Avec un collègue, on a fouillé dans les archives de la région PACA pour essayer de découvrir d'où était réellement sorti ce projet de Sophia Antipolis. On a retrouvé des écrits du sénateur Pierre Lafitte et du chercheur Jérôme Monod qui vendaient en fait au gouvernement français Sophia Antipolis comme un projet qui pouvait concurrencer la Silicon Valley pour une raison: la conjonction de la mer, du soleil et de la montagne, qui seraient donc les raisons du succès de la Silicon Valley. Vous, comme moi, quand il y a le soleil, la mer et la montagne, est-ce que vous êtes innovant? Non. Non, pas nécessairement. Sophia Antipolis a été un échec. Sophia Antipolis est montée très très vite par attractivité extérieure, et puis par Paris qui a délocalisé pas mal de choses à Sophia, puis quelques boîtes européennes, américaines, c'est monté comme ça, et puis tout d'un coup l'emploi a décliné. Pourquoi? Parce que c'était juste une agglomération marketing, sans effet de réseau, sans capital social, sans rien. Ça a plongé direct. Donc la Silicon Valley, c'est pas ça. D'abord, la montagne n'est pas si haute, j'ai regardé, 350 mètres maximum, dans la baie de San Francisco. Il ne fait pas si chaud que ça. C'est quand même plus au nord que Paris. Il faut aller à Los Angeles pour avoir chaud. Donc tout cela était un peu pipeau, mais bon, ça a fonctionné, puisque l'État français a mis pas mal d'argent. Donc un cluster n'est pas uniquement la simple agglomération d'acteurs innovants dans un ou des domaines technologiques, c'est également et avant tout une structure de réseau. Et ce qui fait la performance d'un cluster, ce qui fait l'attractivité d'un cluster, ce qui fait le succès d'un cluster, c'est cette notion de réseau poreux entre la science et l'industrie, de réseau, je vais y revenir tout à l'heure, diversifié, parce qu'on a trop tendance à penser spécialisation industrielle. Même au niveau européen, on continue à penser spécialisation, j'y reviendrai aussi. Donc ces clusters tirent leur performance de la capacité des acteurs qui les composent à faire émerger de nouveaux marchés, en s'appuyant sur une mise en réseau qui permet la circulation des connaissances entre les acteurs horizontalement et verticalement complémentaires. Donc horizontalement, c'est parce qu'on possède des briques de connaissances complémentaires et qu'on peut les associer pour créer des nouveaux produits, mais il faut se faire confiance, en termes de propriété intellectuelle notamment. Et verticalement, parce qu'il y a une chaîne de valeur de l'innovation, du labo jusqu'au marché. Ils tirent également leur performance du degré d'encastrement des acteurs dans des réseaux sociaux, ce qu'on pourrait appeler des effets bandes de l'école, du capital social, qui facilitent les rencontres, la circulation de la connaissance et valorisent la confiance en réduisant l'opportunisme. Si je pouvais être un petit peu provocateur, je dirais qu'on n'est pas très bon à Toulouse là-dessus encore. On fait des progrès, mais on n'est pas très très bon. Parfois, je parlerai plutôt de défiance que de confiance. Je ne parlerai pas d'opportunisme, je peux l'oublier, mais je parlerai plutôt d'étanchéité et de défiance que de confiance et porosité. Donc ces clusters, en fait, les politiques de clusters que vous connaissez en France, la politique des pôles de compétitivité par exemple, sont faites pour réparer des défaillances de réseau. En fait. Les économistes connaissent depuis
60 ans les défaillances de marché. Ils ont créé la propriété intellectuelle, enfin ils ont légitimé la propriété intellectuelle pour réparer les défaillances de marché dans l'incitation à l'innovation. Depuis 20 ans, on a découvert qu'il y avait d'autres défaillances qui ne sont pas des défaillances de marché, d'incitation individuelle à innover, mais des défaillances de réseau, donc des défaillances structurelles en fait. Parfois, il n'est pas besoin de mettre de l'argent dans des politiques d'innovation, il suffit juste de mettre des incitations à la rencontre, à l'animation, et ça se fait de plus en plus. Contrairement à certains discours, j'y reviendrai aussi parce que c'est un facteur très important qui réinterviendra dans la conclusion, les clusters ne sont pas des lieux de spécialisation industrielle. Dans le bouquin, j'insiste beaucoup, les clusters les plus solides à long terme sont ceux caractérisés par des structures de réseau singulières qui combinent une dose de spécialisation, et je dis dose petit, et une dose de diversification, j'appuie un peu plus sur diversification. Vous connaissez peut-être tous la politique de Smart Specialization en Europe ? Non, oui. Bon, c'est le nouveau dada de la politique européenne. Faisons de la spécialisation, mais intelligente, c'est-à-dire qu'elle puisse permettre un peu de diversification. On préfère l'appeler, nous, entre économistes, la Smart Diversification, donc avoir une diversification intelligente qui s'appuie sur des connaissances ancrées historiquement sur les territoires, mais dont on essaie de se servir de façon transversale pour essayer d'irriguer plusieurs marchés. J'y reviendrai. Donc, afin de maintenir des conditions d'émergence de nouveaux marchés à partir de connaissances transversales solidement ancrées dans le territoire, c'est ce que j'ai essayé d'évoquer. Je vous ai mis les vagues de la Silicon Valley qu'on connaît tous. Il y a eu de la spécialisation dans l'industrie d'armement, les semi-conducteurs, puis après une diversification. Les semi-conducteurs, on fait de la voiture électrique, des panneaux solaires, mais aussi de l'Internet, des médias sociaux, etc. Enfin, on s'est diversifié autour de 2 ou 3 connaissances types autour de l'informatique et des semi-conducteurs. On parlait tout à l'heure de la diversification vers le véhicule électrique, ou vers le véhicule autonome, pardon, et ça pourrait être un aspect intéressant. Alors, le retour des oligopoles et la concentration des rentes de propriété intellectuelle, je crois que c'est l'avant-dernière, pas l'avant-dernière slide, mais l'avant-dernier point, le point 5. Donc, une montée du capital intangible. On l'a vu tout à l'heure. Un accroissement de la complexité technologique. Nos produits sont de plus en plus complexes. Et beaucoup d'entreprises, quelques entreprises détiennent une grande part de cette complexité, ce qui réduit profondément la concurrence. Et connaissances tacites donc, vont générer un accroissement de la tendance à la polarisation des activités intensives en connaissances. Et donc, 2 questions en résultent. Toutes les régions peuvent-elles gagner ? Ou, à l'inverse, la concurrence territoriale génère-t-elle une oligopolisation territoriale, c'est-à-dire uniquement quelques métropoles qui vont gagner ? Et les régions qui gagneraient ne sont-elles pas celles, si on en croit certains travaux, où les risques d'inégalité sont les plus forts ? Là, je fais référence à quelques faits que j'ai montrés tout à l'heure. Alors, c'est là que je me transforme en petit Piketty. Alors, il y a plusieurs données qui se confrontent en ce moment parce que cette problématique émerge à peine. C'est suite à Piketty que beaucoup d'économistes commencent à travailler sur une autre forme de capital, enfin une autre forme de rente. Je ne sais pas si vous voyez à la louche le bouquin de Piketty. C'est la concentration du capital financier, physique, classique, les terres. Alors, il nous parle du cadastre, par exemple, pour mesurer le capital au XVIIIe siècle, etc. Bon, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de cadastrer le capital cognitif que constituent les rentes de la propriété intellectuelle ? Je vais y revenir parce que c'est un aspect très très important. Quand je vous parlerai de ce qui se passe à San Francisco, le prix du foncier qui augmente, qui explose, ce n'est pas lié à la croissance des salaires, c'est lié à la croissance de la rente de la propriété intellectuelle, qui sont 2 choses complètement différentes. Donc, ce petit graphique, il nous montre que depuis c'est toujours pareil, donc ça doit être depuis les débuts des années 2000, donc c'est tout récent. Donc, on est en 2000 à peu près ici. La concentration de la propriété intellectuelle s'est fortement accrue. D'accord ? Donc, là, c'est un travail de 3 économistes qui prennent tous les secteurs industriels, tous, ils ne prennent pas que Internet et les GAFAM, tous. Et donc la courbe représente une moyenne pondérée de je ne sais trop quoi. Ils prennent dans chaque branche industrielle les 4 premiers détenteurs de brevets. D'accord ? Et ils calculent leur portefeuille de brevets et ils représentent ça sur une courbe.
Donc les 4 plus gros détenteurs de brevets dans les branches industrielles ont une part de rente du capital de plus en plus forte au fur et à mesure du temps depuis les années 2000. Et tout cela, plusieurs travaux l'expliquent, c'est en raison de la montée en complexité technologique. Si vous voulez produire un produit complexe, vous devez détenir des briques de connaissances complémentaires qui gravitent dans plusieurs environnements industriels. Une voiture aujourd'hui, ce n'est plus la voiture à notre grand-père, c'est une voiture qui combine plusieurs technologies qui viennent de plusieurs environnements différents. D'accord ? Votre téléphone, a fortiori, ce n'est plus le téléphone de votre grand-mère, c'est quelque chose qui combine pléthore de technologies dont vous avez intérêt à détenir un maximum de briques si vous voulez rester compétitif. D'accord ? Donc cette montée en complexité technologique fait que la propriété intellectuelle se resserre dans un nombre de plus en plus réduit de mains. Vous avez compris où je veux en venir. Si ça se resserre dans un nombre de plus en plus réduit de mains, quelque part, ça va se resserrer dans un nombre de plus en plus réduit de territoires. On n'a pas encore fait la démonstration. Il n'empêche qu'on peut avoir l'intuition quand on connaît les dynamiques industrielles et spatiales depuis 2 siècles, depuis l'avènement de la société industrielle. Donc les brevets sont de plus en plus nombreux, mais détenus dans un nombre de mains de plus en plus faible, du fait de la capacité de quelques acteurs à détenir de larges parts de ces biens complexes. C'est là qu'on retrouve cette logique Piketty sur la rente du capital, terre et foncier, mais cette fois-ci orientée sur une nouvelle forme de rente, la rente sur le capital cognitif. Cette oligopolisation, alors le mot oligopolisation n'existe pas, ne l'employez pas, il est toujours souligné sur Word. Cette oligopolisation industrielle croissante a également sa contrepartie spatiale. La concurrence sur les biens systèmes de plus en plus complexes tend vers des oligopoles mondiaux dont la diversité des territoires de détention de la propriété se resserre elle aussi. Juste pour prendre les États-Unis, si on reprend le comté de San José, Sunny Valley, Santa Clara, qui sont presque des villages, mais autour desquels il y a toutes les entreprises des GAFAM et bien plus, pour je ne sais plus combien d'habitants là aussi, vous avez la première aire métropolitaine concentre 2 fois plus de brevets que la 4e. Donc il y a 2 fois plus de brevets dans ce petit comté de la Silicon Valley que dans tout Los Angeles, pour beaucoup moins d'habitants. Pour beaucoup moins d'habitants. Il y a beaucoup moins d'habitants dans ces 4 villes que dans San Francisco. Pourtant, le nombre de brevets est de plus en plus élevé. Alors, c'est là que se situe l'interrogation. Je crois qu'on approche un petit peu de la fin. Cette propriété du capital immatériel va engendrer un creusement des inégalités dans les lieux où la propriété se concentre. On va trouver la pression sur le foncier, classique. Plus on se concentre dans des lieux pour y être rendu 3 fois. San Francisco est très concentré, mais la Silicon Valley, ce n'est pas très concentré. Il y a encore beaucoup de terrains. Il faut se rappeler que dans les années 40, en fait, c'était des vergers, toute cette vallée. Il y a encore des terrains disponibles. Donc la pression sur le foncier ne résulte plus seulement de la rareté du foncier et des salaires, mais de l'accroissement de la rente de la propriété intellectuelle. Et si vous lisez la presse, cela fait 4-5 ans, et c'est ça qui nourrit un peu notre intuition à ceux qui travaillent dessus, c'est ce qui se passe réellement autour de la Silicon Valley, puisque la Silicon Valley était en avance sur pas mal de technologies, elle pourrait être en avance sur pas mal de crises aussi. Si vous lisez la presse, vous allez voir tout ce qui se passe à San Francisco en termes de mécontentement de la population. Qui manifeste à San Francisco? Les avocats, les profs, les dentistes et les médecins. Des professions relativement bien rémunérées, mais qui ne peuvent plus se loger à San Francisco. Pourquoi? Parce que qui loge à San Francisco? La plupart de ceux qui ont créé des business dans la Silicon Valley et qui génèrent une rente avec cela. Même s'ils ne sont plus entrepreneurs après, ça leur suffit pour vivre. Alors vous allez me dire, à Toulouse, on n'est pas encore là. On essaye d'incuber nos startups et de les faire grossir, mais néanmoins, il faut quand même avoir cette causalité en tête. Lorsqu'on joue l'excellence, lorsqu'on joue l'attractivité, lorsqu'on joue la carte de l'innovation à fond, on génère une rente de capital intellectuel qui peut générer des inégalités très très fortes. D'accord ? Donc San Francisco, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes-là manifestent dans la rue, c'est moi qui ai pris cette photo. Pourquoi? Parce que les GAFAM, en fait, utilisent les infrastructures publiques pour rapatrier les entrepreneurs, les ingénieurs de San Francisco à San José toute la journée. D'accord? Ça fait une pression sur l'immobilier très très forte
Et donc les professions qui ne touchent juste que leur salaire de leur travail, aussi élevé soit-il, ne peuvent plus loger. Et puis je reviens tout à l'heure sur le taux de homeless le plus élevé des États-Unis, au sud de San Francisco, donc en lisière de la Silicon Valley. Après, vous pouvez voir le prix de l'immobilier, mais je crois que c'est plus de 300% à l'espace de 15 ans à San Francisco. Alors, l'action publique prise en tenaille. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre l'idée de tenaille. Lorsqu'on est engagé dans une globalisation et que le nerf de la compétitivité, c'est l'innovation, il faut s'appuyer sur des dispositifs qui favorisent l'innovation. Mais en contrepartie, on comprend ici que ces processus qui favorisent l'innovation sont des processus qui sont censés inciter les acteurs à innover, donc à générer de la rente. Mais que la génération de cette rente, elle, génère des inégalités. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend le ruissellement ou on réfléchit à d'autres transferts sociaux? Ce qui est super dans ma présentation, c'est que je n'ai pas la réponse. J'ai réfléchi encore hier soir jusqu'à 2h du matin en finissant ça, mais je n'ai toujours pas la réponse. Mais par contre, j'ai les paramètres. C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc ville, région se lancent dans la course à l'excellence, la fameuse CAM de Boubalga et Grossetti, dont j'oublie toujours le compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence, se lance dans cette course à l'excellence. Et la politique nationale vient appuyer cette course via des incitations à la mise en place et le soutien à des dispositifs d'excellence académique, d'excellence industrielle, French Tech, pôle de compétitivité, IDEX, 3IA, GUR, tout un tas de trucs, de dispositifs qui visent à faire identifier ces lieux comme étant les meilleurs lieux où il faut venir, the place to be, pour innover. Donc cela vise à rattraper le retard en matière d'output innovant. Souvenez-vous, la France est larguée en matière de publication et de brevets par rapport à ce qu'elle met. Donc elle réfléchit plutôt à des problèmes structurels qu'à des problèmes finalement monétaires, des problèmes financiers. C'est en concentrant les moyens que l'on va innover plus. Donc il y a un changement de logique. Si vous vous intéressez à ces sujets, vous l'avez vu. Certains d'entre vous ici connaissent, j'en suis sûr, la politique des systèmes productifs locaux dans les années 90. Ça vous dit quelque chose ? C'était une politique qui visait à quoi? À soutenir des territoires, je ne dirais pas en déclin, mais qui avaient du mal à s'élargir vers des marchés plus larges, enfin plus globaux, et qui, effectivement, si on ne le soutenait pas, auraient pu décliner. C'est des régions qui avaient des spécialisations assez intéressantes qu'il fallait valoriser, mais plutôt dans des industries traditionnelles, matures, voire en déclin. Là, la logique est différente. On va donner à ceux qui sont les meilleurs. On va donner plus à ceux qui sont les meilleurs. D'accord? Donc en fait, en France, l'excellence ne vient pas d'elle-même, il faut la pousser. Il faut la pousser un petit peu. Donc cela accroît l'attractivité des villes centrales au détriment des villes plus périphériques, pour des raisons de masse critique, mais ça génère surtout ce que les physiciens appellent un effet Mathieu, qui réduit profondément la variété, qui augmente les effets d'aubaine, je vais y revenir, et peut réduire le rendement de la dépense publique en raison de ces effets d'aubaine. Lorsque vous donnez aux plus riches, il y a toujours un risque d'effet d'aubaine très très fort que vous connaissez tous plus ou moins. Je crois que j'approche de la fin. Ah, le ruissellement. Donc peut-on poursuivre les politiques d'excellence sans fragiliser la cohésion sociale? Bien, ça va être difficile, mais au sein des métropoles, on le voit, ces politiques d'excellence génèrent un accroissement de l'attractivité des talents, fait monter les salaires, exerce une pression sur le foncier et ça augmente les inégalités. Ces politiques d'excellence peuvent aussi fragiliser la cohésion sociale, cette fois-ci le long des hiérarchies urbaines. Perte d'attractivité des villes moyennes, décrochage technologique, fragilité de la spécialisation industrielle, puisque plus on est petit, plus souvent on est spécialisé, alors même que le nerf de la guerre à la compétitivité, c'est la complexité technologique, les transversalités industrielles. Donc il peut y avoir un phénomène de décrochage. Donc doit-on compter sur les effets de ruissellement? Les contrôler par un renouvellement de la nature des transferts sociaux qui prendrait en compte l'évolution de la composition des rentes? Ou alors le ruissellement est-il une métaphore inutile? On pourrait faire un petit vote si vous voulez. Qui croit au ruissellement? Je savais qu'il n'y aurait pas... Moi je vais dire que j'y crois, de manière provocante. Mais lorsque vous regardez vraiment un ruissellement, ça prend quelques canaux précis. Ça ne ruisselle pas de manière très homogène. Ça ruisselle toujours.
Donc les réponses à apporter, c'est le dernier diapo, sont loin d'être évidentes et doivent s'appuyer sur des paramètres jusque-là peu pris en compte, que j'ai essayé d'expliquer, qui sont plus structurels qu'économiques. Et je crois qu'il faut essayer de réfléchir. Enfin, avant de voir si ça peut ruisseler, il faut que quelque chose ruisselle. Hein, si vous mettez une petite bouteille de champagne sur 50 coupes, ça ne ruissellera pas jusqu'au bout. Donc il faudrait peut-être d'abord grossir la bouteille de champagne. C'est ça l'idée. Eh bien, je crois que, avant même de réfléchir à des transferts sociaux, qu'il est difficile de mettre en place parce que les effets des mesures d'attractivité et d'excellence qui ont lieu en France depuis 15 ans n'ont pas porté leurs effets, en fait. Ont très très peu porté leurs effets. Donc ma thèse finale, c'est pas qu'il faille attendre le ruissellement des politiques d'excellence, c'est qu'il faut changer les politiques d'excellence. Il faut changer les formes d'incitation. Et si ça peut générer un supplément de croissance avec des guillemets au sens le plus générique qui soit, ça serait déjà un autre débat en soi, eh bien, si ça peut générer des effets en termes de croissance, eh bien, peut-être que la bouteille de champagne sera plus grosse et on pourra réfléchir après à des transferts sociaux. Donc, en fait, pour moi, avant de réfléchir au ruissellement, il faut d'abord réfléchir à cette idée que c'est cette montée en complexité technologique qui génère de la compétitivité, de nouveaux marchés et une incitation à la rente beaucoup plus forte, mais qui nécessite de brouiller les frontières industrielles traditionnelles. Je crois que c'est l'aspect le plus fort. Je crois qu'en France, on a du mal à sortir de formes de conformisme de secteurs, de branches industrielles. Je le vois encore au quotidien. Lorsqu'il s'agit avec l'Université fédérale de déposer un projet d'intelligence artificielle, les gens disent qu'il faut qu'on travaille sur l'aéronautique, sur l'agroalimentaire, sur la santé. Ils ne veulent pas, spontanément, on y est arrivé, travailler sur les mobilités, le vieillissement, le changement climatique. J'ai employé des mots qui ne sont pas des secteurs industriels. Ils employaient des mots au départ qui étaient des secteurs industriels. La mobilité, ça va du pédalo à l'avion en passant par un téléphone. D'accord ? C'est cette idée-là. Donc je crois que les politiques qui ont été mises en place, même si parfois dans les textes, elles visaient à brouiller ces frontières, concrètement, elles n'y parviennent pas. De réduire les effets d'aubaine des politiques d'incitation et le lobbying des acteurs le plus centraux. Comment marche, en 2 mots, des choses que vous devez connaître, mais ces politiques d'incitation publique, elles marchent sur les appels d'offres en général. Le plus souvent, l'acteur public refuse d'absorber du risque. Et il se dit, je vais arroser là où c'est mouillé. C'est-à-dire que je vais arroser les meilleurs. D'accord ? Et le meilleur, il en profite. Parce qu'il aurait fait les choses sans recevoir la manne publique. C'est très caricatural, c'est plus compliqué évidemment, mais c'est pour donner une petite tendance. De poursuivre les réformes de l'ESR, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en faveur de l'interdisciplinarité, parce que pourquoi les acteurs français raisonnent toujours en termes de secteur industriel ? Parce qu'ils ont fait une école d'ingénieurs de l'aéronautique, de l'agroalimentaire, de ceci, de cela. Donc ils sont dans des schémas, ils sont excellents dans leur domaine, mais ils sont sur des schémas sectoriels et pas sur des schémas transversaux. Les enjeux de société aujourd'hui sont transversaux, ils ne sont plus sectoriels. Et donner une prime à l'exploration des transversalités, je viens de l'indiquer, sur les enjeux de société, climat, vieillissement, mobilité, et non à une forme de conformisme sectoriel, je viens de l'indiquer. À partir de là, un ruissellement contrôlé par des transferts sociaux, avec une bouteille de champagne plus grosse, portant sur le surplus d'une plus forte compétitivité technologique, parce que la France aurait rattrapé son retard en termes de complexité technologique, pourrait avoir du sens pour réduire les inégalités et accroître la cohésion. Mais j'ai bien conscience que ce n'est pas suffisant. J'aurais bien aimé apporter une solution, mais je ne l'ai pas. Voilà, terminé. Merci beaucoup pour cet exposé. Je vous laisse digérer un peu et puis C'était un peu lourd. Ah non, c'était dense, c'était roboratif. Je passe le micro. Oui, extrêmement intéressant. Beaucoup de choses, mais je voudrais revenir au local. Au local, on a des responsables qui sont intéressés par tout ce que vous avez expliqué. Ils n'étaient pas forcément dans la salle, c'est un peu dommage. Mais je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez, quel est leur rôle sur 2 questions. Celle de la porosité.
porosité du monde académique qu'on a à Toulouse bien représentée par l'université, par les écoles d'ingénieurs et par des labos de recherche, et effectivement l'industrie. Et le deuxième aspect, sur la diversité. Toulouse, on est une ville assez, vous l'avez bien dit, assez monomaniaque. On a l'espace et l'aviation. Mais comment vous voyez, quel est le rôle des politiques là-dedans? Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que ça aussi, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Est-ce que c'est réellement un souci pour eux? Comment vous le voyez, vous, de votre point de vue de chercheur? Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Peut-être on peut prendre les questions. Oui, on peut prendre Comme vous questions. voulez, si vous voulez répondre. Non, parce que je n'ai pas de réponse toute faite à la première question. Je suis certainement, comme vous d'ailleurs, convaincu qu'on n'explore pas suffisamment les transversalités à Toulouse comme ailleurs. Très très clairement. Mais ça nécessite notamment des acteurs publics, je l'ai dit à la fin de mon exposé, part de risque sur le rendement de la dépense publique. Effectivement, quand on arrose le mouillé, on ne prend pas le risque de fortes pertes. En contrepartie, on ne prend pas le risque de forts gains. Donc il y a des difficultés à absorber du risque de la part des publics, parce que moi aussi, j'ai comme vous en tête cette idée que, puisque Toulouse fait des systèmes embarqués, pourquoi les embarquerait que dans des avions? Enfin, c'est assez trivial ce que je dis, mais pour les embarquer partout. Mais on commence. Hein. Renault vient de s'installer à Toulouse dans les bâtiments de... J'ai perdu le nom, c'est pas grave. Mais enfin, il l'a fait aussi à Nice, hein, donc il positionne ses billets un petit peu partout. Donc, mais ça s'embarque partout, ça s'embarque dans du téléphone, ça s'embarque partout, les systèmes embarqués. Donc, je l'ai dit là aussi, donner une prime à l'exploration des transversalités, c'est-à-dire que, prenons la politique des pôles de compétitivité, je le dis avec un petit peu de fierté parce que j'avais été auditionné en 2005 par le cabinet de Le Breton, là-dessus avec quelques autres économistes géographes, et j'avais mis en garde sur cette idée que les pôles de compétitivité, vu comme était partie la discussion, ça allait être le pôle aéronautique à Toulouse, le pôle télécommunication à Rennes, le pôle microélectronique à Grenoble. On a bien insisté dès 2005 là-dessus. Attention, montrer des transversalités. Du coup, Bretagne, images et réseaux. Les télécoms dans les nouveaux médias, etc. Toulouse, aéronautique et système embarqué. Cette idée qu'on peut embarquer partout. Nice, solutions communicantes sécurisées. C'est pas que logiciel. Ça irrigue le secteur de la banque, etc. Il faut favoriser ce type de dispositif et aller plus loin là-dedans, je pense. Mais encore une fois, il faut revenir en amont dès le système d'enseignement supérieur et de recherche. Il faut absolument décloisonner les disciplines dans les universités. C'est ça qui génère ce conformisme, en fait. Ça avance, hein. Ça avance énormément, hein, heureusement d'ailleurs. Voilà, donc je peux vous poser une question. Bon, déjà, première question, parce que je suis venue avec le Tour Alternativa, parce qu'actuellement, il y a, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Bon, si vous en avez entendu parler, bon, tant mieux, quoi. Alors, est-ce que votre modèle de développement, apparemment, vous ne le remettez pas en cause? Vous pensez que ça va bien, que vous constatez effectivement qu'il y a des inégalités énormes partout où il y a une super technologie, mais par contre, vous continuez à considérer que ce développement, il faut continuer vers ça. Alors, alors, par rapport à ça, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous pensez, mais honnêtement, que continuer à nous développer comme vous faites, en considérant que les ressources, qu'on parle toujours de croissance, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes quand même complètement irresponsable? On est quand même dans un monde fini. Aujourd'hui, non mais je préfère le dire parce que je sais pas. Moi, je sais que je ne veux pas. Je me pose la question, rassurez-vous. Non, parce que quand vous dites que vous ne trouvez pas la solution, mais parce que vous faites fausse route. Il ne faut pas aller vers là. Il faut aller vers les alternatives. Les alternatives, elles existent. Encore dimanche dernier, on était à Ramonville, on a montré encore des alternatives, et je peux vous dire qu'on n'est plus dans la complexité. La complexité, c'est le problème, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, elle est très fragile, notre société, parce que dès qu'il y a un problème, les villes ne sont pas du tout résilientes. On a un problème énorme. Ah oui, mais d'accord, non, mais actuellement... Je ne partageais pas le début, mais je commence à partager complètement. Oui, mais d'accord, non, mais justement, mais il suffit de regarder l'évolution qu'on a actuellement, aujourd'hui. Il me semble important qu'on arrive à relocaliser nos productions, parce que l'énergie, elle coûtera de plus en plus cher. On est dans un monde extrêmement spéculatif. D'ailleurs, vous l'avez dit, on est dans... Vous parliez, je veux dire,
c'est un terme, moi je parlais d'immatérialité, mais c'est vrai qu'effectivement, le fondement de la société est basé sur le financier, et le financier aujourd'hui, il repose sur que dalle. Il va y avoir une super crise dans peu de temps, on ne sait pas quand, mais en tout cas, il faut bien se rendre compte que la spéculation n'a fait depuis la dernière crise de 2008, ça fait 10 ans, elle ne s'est pas arrêtée, elle a fait que continuer. Donc, on sait bien que les mêmes problèmes vont causer les mêmes conséquences, donc on va arriver sur une crise qui va être pire qu'avant. Et c'est pour ça que je dis qu'heureusement, il faut parler alternative et il faut parler résilience. Parce que si on continuera à vouloir se fournir et s'alimenter comme on s'alimente actuellement, il faut changer. Et changer, c'est, et je veux dire, aller voir Alternativa, je peux vous dire, on a d'énormes possibilités de faire autrement. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Enfin, moi, je vous le dis sincèrement. Hein. Voilà. Une réaction à cette longue question sur la vulnérabilité liée à la complexité. Là aussi, climat, vieillissement, mobilité. Je pense que vous êtes sensible à ces trois challenges. Il peut y avoir de la technologie qui résout des problèmes. C'est là qu'on ne sera pas d'accord. Moi, le véhicule électrique, pour vous, n'est certainement pas un progrès. Je vais le dire de manière violente, mais pour ma gosse qui fait de l'asthme, c'est un progrès. Voilà. On peut se trimballer dans la rue sans avoir le col blanc et noir en fin de soirée grâce au véhicule électrique. C'est déjà un progrès. Je le prends. Et c'est une technologie complexe, le véhicule électrique. Voilà. Dans laquelle nous, on n'a pas su investir en France, comme a investi le Japon, les États-Unis, etc. Donc, ok. Après, il y a des débats idéologiques que moi, en tant que chercheur, je n'arrive pas à mener. Mais j'y arrive en dehors de mon boulot, mais pas en tant que chercheur. J'ai besoin de démontrer les choses. Donc je ne peux pas démontrer que le recul technologique est une solution. Je ne peux pas le démontrer. Je peux y croire, mais je ne peux pas le démontrer. Merci. Si j'ai bien compris votre exposé, parce qu'il y a quelques aspects qui m'ont échappé, il y a une double tendance historique, sinon naturelle, en fait, à la concentration. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'entropie ou, disons, aussi bien en termes, une concentration, disons, des richesses. Vous avez fait référence aux travaux de Thomas Piketty et de concentration spatiale également. En fait, il y a un petit peu ce parallèle en fait entre les deux aspects. C'est-à-dire concentration sur une partie de la population et concentration sur une partie du territoire. Et en fait, même si vos exemples, vous les avez plus pris aux États-Unis et notamment en Californie, on a le sentiment que, vous avez aussi montré quelques cartes en Europe, que le phénomène, il existe aussi bien dans un univers économique très libéral comme les États-Unis que dans des économies plus socialisées, plus administrées comme en Europe et spécialement en France. Alors en fait, disons, ça mène quand même à s'interroger. Vous allez me dire, c'est normal, vous êtes là pour ça. Enfin, nous sommes là pour ça. Sur, disons, alors qu'est-ce qu'il... on a l'impression que quelque part que tous les mécanismes régulateurs, redistributifs, qui existent dans un pays comme la France, en fait, qui ont une efficacité très modérée, voire même, j'ai l'impression que parfois vous étiez assez critique et vous disiez que quelque part, en fait, disons, notamment, vous avez plus insisté sur l'aspect les pôles d'excellence, tout ça, que ça avait eu un effet un petit peu contraire peut-être aux objectifs qui étaient ceux, disons, je pense à l'aménagement du territoire, à toutes ces logiques-là. Mais on pourrait faire le parallèle aussi au niveau de la problématique de la redistribution des richesses. C'est-à-dire qu'en France, on est quand même des champions en termes de systèmes sociaux, de protection sociale, et peut-être avec une efficacité qui s'avère assez limitée, in fine, quoi. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il en serait s'il n'y avait pas tous ces mécanismes, disons, qui ont existé plus ou moins efficaces. Je parle de la France, là. Est-ce que la situation serait pire, ou quelque part, est-ce que en fait ces différents dispositifs, alors je raisonne globalement, c'est bien sûr la réalité est plus complexe, mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'inefficacité
disons, je dirais même globalement de l'action publique, puisque, disons, il y aurait ces tendances un petit peu naturelles, enfin inéluctables, en fait, à la concentration, quoi qu'il arrive, en fait, concentration des richesses et concentration spatiale. Inéluctable, je ne sais pas. Historique, oui. C'est une tendance historique depuis, encore une fois, on parle des travaux de Krugman, depuis, enfin, on pourrait partir de Brodel et autres, hein, depuis l'avènement de la société industrielle. Si je reviens sur des choses plus précises, est-ce que les politiques que l'on a en France sur, je vais prendre par exemple pôle de compétitivité, politique d'excellence dans tel ou tel domaine, etc., je ne dirais pas qu'elles sont inefficaces, je dirais qu'on n'est pas capable d'en mesurer l'efficacité. Je vous prends un exemple, j'ai eu des petits différends, enfin pas des différends, des débats avec France Stratégie lorsqu'ils ont évalué les pôles de compétitivité. Ce qui pour moi est impossible à évaluer, mais même au bout de 10 ans. Ils ont dit, ben voilà, ça a créé tant de brevets en plus. Ils ne sont pas capables d'isoler l'effet de la politique des pôles de compétitivité sur d'autres effets, contexte international, etc., etc. Puis surtout, c'est là ce que j'appelle le rendement de la dépense publique. Par rapport à l'argent qui est mis, il coûte combien le brevet en plus? C'est ça la véritable question. Combien coûte le brevet en plus? Et ma vision, que j'ai essayé de défendre avec France Stratégie, je crois qu'il y a eu quelques lignes à la fin sur le rapport là-dessus, mais j'ai vite abandonné, c'est que c'est la façon dont les acteurs s'approprient le dispositif qui génère l'inefficience, l'inefficacité. Quand je parlais des effets d'aubaine ou des choses de ce type-là, je pense que les intuitions derrière des outils, certains outils d'excellence, pas tous, certains outils d'excellence sont bien. Sur les pôles de compétitivité, c'était bien, mais ça n'a pas toujours été adopté. Alors, ce n'est pas le cas à Toulouse. Je crois qu'à Toulouse, ça a généré des effets, mais il y a d'autres clusters que j'ai étudiés où les effets d'aubaine ont été extrêmement forts. Extrêmement fort. Donc c'est ça qu'il faut arriver à contrôler des effets d'aubaine. Mais voilà, c'est très difficile à mesurer. Une politique peut avoir des effets, mais le supplément que cela apporte, eh ben, il faut le chiffrer, quoi. Ça, on n'est pas toujours capable. Après, sur la question plus philosophie politique, où en serait la France sans des dispositifs de ce type-là? Moi, je peux dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent dans des tentes et des caravanes au bord du canal et de la Garonne à Toulouse. C'est peut-être pas la Silicon Valley, mais je l'ai dit tout à l'heure de manière provocante, la Silicon Valley est souvent en avance. Il ne faudrait pas qu'elle soit en avance sur ce phénomène-là aussi. Oui. Merci. Que ce sont les lieux qui génèrent le plus d'emplois, qui attirent le plus de population, et notamment, disons, et donc du coup, il y a souvent la pauvreté vient. Mais c'est là que la question du transfert est peut-être nécessaire. Hein. Mais je vais refaire mon Piketty. Il faut cadastrer les rentes. Ça a toujours, c'est ce que disait Piketty. Au 19e, on était capable de cadastrer le capital. Aujourd'hui, on ne sait plus cadastrer le capital parce qu'il est complexe, il est financier, il est, comme le disait madame, hein, il est financier, le foncier, on sait le cadastrer. Hein, mais le capital immatériel, on ne sait pas le cadastrer, donc on sait pas le, je ne vais pas dire le taxer, c'est le mot qui fait peur, mais on ne sait pas le contrôler au niveau de la régulation sociale, quoi. Voilà. C'est plus difficile. Oui. J'ai une petite question par rapport au lien qu'il peut y avoir avec la gouvernance de notre pays à l'échelon national et local. Donc cette logique de concentration économique, cette clusterisation, on voit qu'elle fonctionne a priori économiquement. Et moi, il me semble qu'il y a une espèce de dogme dans l'organisation de la vie publique en France qui tend à calquer ce modèle-là dans l'action publique. Par exemple, des super-régions, des grandes métropoles, etc. On sait tous que la sphère publique, elle est quand même beaucoup moins agile que la sphère privée dans ce pays, en général. Donc, est-ce que vous pensez que la clusterisation du public ne peut pas nuire finalement à l'efficacité de l'économie?
Et finalement, cette clusterisation publique, est-ce qu'elle ne peut pas aussi ralentir les nécessaires transferts sociaux qu'il faudra opérer pour contrebalancer tout ça? C'est un sujet que j'ai posé aux étudiants de Sciences Po qui passent le concours d'entrée à l'ENA. Ils m'ont demandé une correction, j'étais incapable. Parce que c'est des sujets extrêmement difficiles. Je continue à penser qu'il y a des bénéfices à cette métropolisation, mais la façon dont elle est gouvernée, si elle ne génère pas ces bénéfices, elle empêche une redistribution. Donc on se mord la queue, pour le dire très très clairement. Je ne sais pas. Je suis désolé, hein, j'ai pas de... Oui, j'ai pas de réponse. Oui, je voudrais juste reprendre, vous avez dit tout à l'heure, je suis là, Pardon, oui. vous ne savez pas comment cadastrer le capital, enfin je ne comprends pas le mot, pour moi, on payait des impôts autrefois. Et quand on payait des impôts, justement, là on parle de redistribution, vous parlez des pauvres à Silicon Valley ou ici à Toulouse, on parle aujourd'hui, les GAFA doivent payer les impôts ici, est-ce qu'ils les payent chez eux? Question, hein, parce que pour avoir des pauvres aussi chez eux, ça ne doit pas être le cas. Donc, vous n'avez pas du tout parlé de ce phénomène, et puis, une étude. Est-ce que le fait de réduire de plus en plus les impôts pour les entreprises, pour les inciter à innover, à créer des emplois, est-ce que c'est ça vraiment un élément important, ou d'après ce que vous nous avez montré, c'est que finalement, ce n'est pas un élément si important. Ce qui est important, c'est le réseau, c'est qu'il y a la porosité, et donc avec ou sans impôt, ça viendrait quand même. Donc voilà, je pose la question. Il faut peut-être aussi revenir, parce qu'on va aller où? On est quand même déjà dans une situation où on paye les entreprises, on paye la création d'emplois, et on est au bout là, hein, on est au bout. Je partage quasiment tout ce que vous avez dit. D'abord, vous avez bien fait de rappeler, j'aurais dû le faire, qu'au niveau européen, on a pris conscience des rentes immatérielles, donc en harcelant les GAFA de payer ce qu'ils ont refusé de payer, ou contourné, tout du moins. Après, vous semblez converger avec moi, et ça me rassure, parce que des fois je me dis, je suis un peu tout seul à penser ça. Vous avez convergé avec moi sur le fait que le problème, il n'est pas qu'économique. Il est vraiment, presque j'oserais le mot, culturel. Mais vous convergez là aussi, que j'ai pas parlé du crédit impôt recherche, parce que c'est toujours très polémique. Mais le crédit impôt recherche est la pire source d'effet d'aubaine qui puisse être. Alors tout le monde n'est pas d'accord et les études se contredisent, mais en général quand les études se contredisent, c'est qu'il y a un problème. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un problème de défaillance, d'incitation marchande à l'innovation. Comment dire, ce fameux, je l'appelle porosité, mais on pourrait l'appeler ouverture aussi, on pourrait l'appeler différemment, prise de conscience des nouveaux environnements et des nouveaux challenges sociaux dans lesquels on vit pour innover plus et se faire plus confiance entre concurrents parfois. On peut montrer, je pourrais poursuivre longtemps cette question-là parce qu'elle me passionne depuis longtemps, mais très, très souvent ces collaborations, ces réseaux ne naissent pas parce qu'il y a toujours eu une défiance entre les acteurs. Entre l'acteur universitaire qui pense que l'entrepreneur est un vilain capitaliste véreux et l'industriel, le manager qui pense que l'universitaire est un babos feignant. Je caricature à peine parfois, mais c'est pour qu'on comprenne ce que je veux dire. C'est dommage parce que les deux ont des vertus et les deux ont intérêt à trouver cette fenêtre commune d'intérêt commun, et c'est très très difficile. Pour moi, c'est une des voies qu'il faut explorer, et même localement. Je veux dire, explorer localement le fait qu'on va parier sur notre capacité collective dans un territoire à rendre plus poreuses ces frontières entre la science et l'industrie pour répondre à ces challenges qui nous pressent. Même Madame l'a dit, le climat, le vieillissement, etc. On gâche du capital cognitif. On gâche énormément de capital cognitif en France. Je vais revenir sur la Silicon Valley, mais c'est un tropisme parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Dès qu'il y a une bonne idée en recherche, il y a un business derrière.
Et quand il y a un business, il y a de l'emploi derrière. Alors après, il y a de la rente et il y a des pauvres. Enfin, je vais vous expliquer la boucle. Mais en tout cas, il y a un business derrière. Chez nous, le chercheur, ah non, il faut sanctuariser le savoir. Donc, il y a de l'eau à mettre dans son vin de part et d'autre du spectre. Voilà, c'est un petit peu ma vision. Alors, je voudrais dire que j'apprécie ce que vous avez dit et apporter un petit peu d'informations par rapport à ce que je vois sur les effets pervers de vouloir favoriser l'interdisciplinarité. Dans le monde universitaire, par exemple à Toulouse, on voit très bien qu'on parle de fusion d'universités, alors que pour moi c'est une réunification de l'université de Toulouse, puisqu'elle a été éclatée après 68. Donc les gens se sont, je dirais, levés contre la réunification. Et il y a une université qui est celle qui abrite les sciences humaines et sociales, qui s'est mise en grève, en grande partie pour contester cela. Moi, je travaille dans le domaine, je dirais, du calcul et donc indirectement de l'informatique. Et je sens depuis quelques années une lutte contre, enfin pas une lutte, mais des tendances comme quoi il faut se spécialiser et ne pas être interdisciplinaire. Je suis évalué que par des gens qui sont des informaticiens. Ils me reprochent non seulement, d'être mathématicien, de m'intéresser à ce genre de sujet, de m'intéresser à l'économie, à la société et aux sciences sociales et à l'histoire. Et ce que vous avez dit sur le fait qu'on a des spécialisations et des grandes écoles, c'est des faits historiques lourds. Quand vous dites aussi qu'il y a un mépris des universités, enfin, une méfiance des universitaires par rapport au privé, moi je vous dirais qu'il y a chez les scientifiques un mépris par rapport au discours de sociologie ou d'histoire ou de géographie. Les gens, mes collègues qui sont à l'université Toulouse 3, Paul Sabatier, le fait que l'université du Mirail ait eu une fermeture, enfin l'université Jean Jaurès ait une fermeture, c'est dire ces études-là, ça ne sert à rien. Et c'est normal, c'est des inutiles. Et donc, ce que je veux dire, quelque part, quand j'ai lu dans un article où on dit on va faire une Silicon Valley dans la région parisienne, à Saclay, parce que c'est là où il y a la concentration, les gens pensent qu'une université comme Orsay, c'est comparable à Berkeley ou à Stanford. Berkeley et Stanford, ce sont des universités pluridisciplinaires, multidisciplinaires, dans lesquelles il y a toutes les disciplines. Quand on regarde le GAFA, et si on regarde par exemple Google, il y a une filiale qui s'appelle YouTube. La patronne de YouTube, c'est Suzanne Wojcicki. C'est quelqu'un qui a fait du droit, de l'économie. C'est pas une universitaire. La numéro 2 de Facebook, c'est Sheryl Sandberg. C'est pas du tout une informaticienne. C'est quelqu'un qui a travaillé sur de la sociologie, de l'histoire et qui est formé à Harvard, mais pas dans une discipline informatique. Le discours que j'entends moi au niveau de l'informatique, pour faire une informatique compétitive, il faut avoir des gens qui soient très pointus en informatique et on crie sur, je dirais, les gens qui ont une vision de l'interdisciplinarité. Donc l'interdisciplinarité, elle arrive par une façon, je dirais, en haut, mais dans la constitution sociale de ce que sont les établissements, vous avez une réelle fixation sur les cœurs de discipline. Bon, je te dis que quand je suis avec mes supérieurs N+1, N+2, N+3, il faut être reciblé sur l'informatique. Dernière fois que j'ai eu un entretien professionnel, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais des maths, tu fais de l'informatique ou tu fais de la philosophie? Je dis, mais quand je fais des maths et que je les utilise sur un ordinateur, je réfléchis à ce que ça veut dire et c'est une approche, je dirais, philosophique, à quoi ça sert et pourquoi on modélise et pourquoi on fait des questionnaires et pourquoi on utilise des chiffres pour utiliser dans l'économie. Ça, vous pouvez dire que vous pouvez avoir au niveau le plus haut un discours qui va être favorable pour l'interdisciplinarité, mais vous avez une histoire longue et des organisations qui ont une inertie telle que vous ne passerez pas de l'interdisciplinarité facilement et vous aurez des corporatismes qui vont durer. Je le vis au quotidien comme directeur de la recherche de l'Université fédérale, donc la méchante Université fédérale qui a voulu regrouper les établissements. Et vous avez tout à fait raison. Il y a un discours sur l'interdisciplinarité, il y a des pratiques sur les silos disciplinaires.
Je dirais que chez les jeunes, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Et vous avez tout à fait raison, lorsqu'on rentre à Stanford, on passe dans une sorte de patio. À droite, il y a écrit School of Engineering, je ne sais pas quoi, et à gauche, anthropologie. Et la cafette, c'est la même. Et ça, c'est excitant. Quoi qu'on pense des États-Unis ou de la Californie. Hein. Mais l'intérieur de l'université est intéressant. Quoi qu'on pense des 40 000 € de frais d'inscription aussi. Hein. Pour la petite histoire, on en parlera après, j'ai tombé à Berkeley le jour de manifestation d'étudiants parce qu'il passait de 28 à 30 000 $. Donc les étudiants sont sortis là, 30 000 c'était le seuil. Non, plus sérieusement, il y a de véritables... il y a une histoire, je dirais pas à briser, mais cette interdisciplinarité, elle n'émerge pas, mais comme elle n'émerge pas non plus dans l'industrie. Chacun protège son précaré. Sur l'informatique, voilà, vous avez vu le rapport Villani sur l'intelligence artificielle. Ce rapport Villani a certaines qualités, moi je trouve, de penser aux enjeux de société, dans la santé aussi, le vieillissement. Le projet, l'appel à projet a été capté par les informaticiens. Je crois qu'on a réussi à mettre dans ce projet une juriste pour la question de protection des données et un économiste qui est plutôt matheux, quoi. On n'a pas réussi à faire mieux. Donc, ce que vous racontiez illustre parfaitement ce que je vis au quotidien. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut le faire d'en haut, est-ce qu'il faut le faire d'en bas? Moi, en tant que chercheur, je peux vous dire qu'en bas, ça marche. Les gens, quand ils veulent travailler dans d'autres disciplines, ils y arrivent. C'est vrai que par les institutions, c'est beaucoup plus difficile. Oui, une question triviale à propos de San José. Qui peut concerner d'ailleurs également Toulouse, d'après ce que vous avez dit tout à l'heure. Qui sont ces gens qui, à San José, constituent une proportion importante de la population sans domicile? Est-ce que ce sont des gens qui sont venus là attirés un peu par les lumières de la Silicon Valley? Est-ce que ce sont des gens qui ont entrepris et qui ont échoué? Quel est leur profil sociologique en quelque sorte? Et pour Toulouse, c'est un peu la même question. Moi, ce que je sais quand même, c'est qu'à Toulouse, dans l'aire urbaine, la population augmente de 30 à 40 000 personnes chaque année. Mais ce que je sais aussi, c'est que la proportion de chômeurs dans cette population est supérieure à la moyenne nationale. En quelque sorte, Toulouse importe du chômage. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Sur la fameuse jungle de la Silicon Valley, je n'ai fait qu'avec des articles de presse. Mais c'est essentiellement des personnes qui travaillent. Le jardinier, personnel d'entretien des locaux de Google ou d'autres, peu importe, qui n'ont pas de moyens de se loger. C'est une jungle, voilà, après, oui, tout ce qui est l'économie qui tourne autour. Parce que le prix du foncier, c'est San Francisco aujourd'hui et le sud, c'est à peu près 4 fois Paris, aujourd'hui. Donc la réponse, elle est sur le foncier. Mais par contre, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est un petit peu subtil. Il y a du terrain, il y a de la place. Donc c'est pas un problème de rareté. Très souvent, Paris, c'est lié clairement à une rareté de l'espace. Là, il y a de la place de la baie de San Francisco. Il y a de la place. Mais c'est parce que la spéculation liée à ces entrepreneurs qui ont fait fortune avec 3 brevets, donc ce qu'on appelle cette rente de la propriété intellectuelle, génère cette inflation-là. Dans le modèle de l'économiste japonais que j'ai expliqué, c'est uniquement un problème de place, en fait. Donc, qui fait augmenter les salaires, etc. Donc là, c'est pas nécessairement c'est le prix du foncier qui exclut, mais le prix du foncier n'est pas excluant en raison de la rareté de la terre. C'est là que la problématique a changé par rapport à Piketty sur le capital terrien et autres. Oui, une question après le local, une question beaucoup plus globale. Difficile de cadastrer le capital cognitif, la rente du savoir, mais on sait quand même un peu où c'est qu'elle est actuellement. Elle est plutôt quand même, ça a été bien montré, du côté de cette Silicon Valley, dans des endroits très forts. Or, et ça a été très bien expliqué, il y a quand même des phénomènes de concentration qui sont en jeu historiquement. Donc, première partie de la question, est-ce que la France ne va pas se tiers-mondiser de ce côté-là? C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre pied?
deuxième aspect de la question, il fut un temps où effectivement le capitalisme, pour des raisons de concurrence, etc., savait casser les grands monopoles, les grands trusts, etc., et ça existait. Est-ce qu'il ne serait pas temps de remettre cette question sur le tapis? Est-ce qu'il n'est pas temps de casser ces grandes concentrations qui, effectivement, faussent totalement le marché et arrivent à ne même pas faire jouer la logique du libéralisme, sans aller jusqu'aux logiques alternatives qui ont été évoquées tout à l'heure? Mais est-ce qu'on n'est pas actuellement dans une logique infernale si on ne trouve pas de solution? Piketty l'a très très bien montré, hein. C'est les oligopoles qui ont généré ces phénomènes de rente et ces deux guerres qui les ont détruits. Ces rentes. Enfin, et Guy Bedos disait, on va peut-être pas en arriver là. Hein. Voilà. Guy Bedos disait qu'il faudrait une bonne guerre, et même Keynes le disait aussi, hein, donc, plus ou moins. Alors si vous faites référence, oui, en Europe, on essaye de briser, on n'essaye pas de briser ces GAFAM, ces monopoles, on essaye de leur faire redistribuer leur rente de monopole. Est-ce qu'il faut réfléchir à des mesures qui je ne sais plus le terme que vous avez employé. De casser les monopoles. De casser ces monopoles. Oui. Je ne serai pas l'initiateur de ce phénomène. Hein, Par contre, sur la première partie de la question et de la remarque, j'ai employé le mot de décrochage tout à l'heure. Oui, on peut faire du French Tech, du machin, tout ce qu'on veut. Des instituts d'intelligence artificielle, bon, je ne suis pas hyper confiant sur le retard pris dans ce domaine-là, et pas nécessairement par rapport aux États-Unis, mais par rapport au Danemark, à la Suède, à ces pays-là. Hein. On a un gros retard. Enfin, là, je vire vers l'idéologie qui prêche pour ma paroisse. Il faut absolument augmenter les dépenses publiques de recherche pour faire émerger des nouvelles connaissances. Et il faut aussi absolument que les entreprises investissent plus dans la R&D, quoi. Elles sont en retard en France, les entreprises de la R&D. Vous avez vu le petit graphique par rapport à l'Allemagne? Oui. Mais là aussi, on parle souvent de la France et l'Allemagne sur les 3% du PIB de déficit, mais on ne parle jamais de la France et l'Allemagne sur les 3% d'investissement dans la R&D. Bon, je vais finir ma soirée très polémique, mais je pensais Macron, jeune énarque, très bien formé à ce genre de choses. Je n'ai jamais entendu parler du 3% de R&D. Jamais. Je n'ai jamais entendu dire à l'horizon 2022, il faudra qu'on ait 3% d'investissement dans la R&D. Je n'ai jamais entendu dire ça. Il y en a un qui le disait, mais il a mal fini, c'est Strauss-Kahn. Mais il a mal fini. C'est le seul politique dans une campagne ou des primaires qui a prononcé ce chiffre de 3% de R&D, 3% du PIB investi dans la R&D. C'est le seul. Je n'ai jamais entendu l'autre prononcer ça. Je précise, hein, c'est 3% public et privé. Peu importe le ratio, ça. Très court. On doit avoir vidé le lieu dans 5 minutes. Très court, c'était pour ceux qui ne le savent pas. Demain, on accueille le Tour Alternativa qui arrive à Toulouse. Donc voilà, il y a grosse réunion de cyclistes autour le monument aux morts, enfin par là, voilà. Et donc notre objectif, c'est de montrer que le vélo, justement, c'est une alternative parce qu'il y a beaucoup trop de transport. Et si on ne respire pas à Toulouse, c'est un peu à cause de ça. Voilà. On doit rendre vider les... Ah non, pardon, il y avait une question, j'avais promis de passer le micro. Très rapidement. Peut-être, je suis à côté de la plaque. Moi, je suis un gars du spatial. Hein. Dans le premier satellite français qui s'appelle A1, Asterisk, je l'ai fabriqué dans le cadre de Matra. Donc, je veux bien répondre après, mais parce que même si on n'a pas trop de temps sur le spatial. Mais alors, je pensais qu'on allait parler beaucoup plus de l'Europe que de la France dans cette discussion. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai participé au démarrage du spatial, j'ai participé à la mise en place, à l'européanisation d'Ariane, et ça c'était une décision du général de Gaulle. J'ai fait avec un certain nombre de personnes le tour de l'Europe pour vendre aux Européens ce que nous savions faire en France, mais l'idée c'était quand même d'avoir un lanceur capable d'envoyer des satellites sur l'orbite géostationnaire pour
que le marché des télécommunications ne soit pas un monopole des Américains, mais que la France y arrive, que l'Europe. Et c'est avec Ariane que nous avons fait le premier lancement. Et c'est aujourd'hui Ariane qui est le premier lanceur mondial. Et Ariane ne lance pas que des satellites français, il lance des satellites européens. Donc, il y a un monopole maintenant, ou une position numéro 1 de la France dans le domaine spatial, dans les lanceurs, grâce à cette décision européenne. Et aujourd'hui, notre avenir, il est à travers l'Europe, c'est évident. C'est pas en pensant au centre de recherche de Toulouse, et puis c'est au niveau européen. Si on n'a pas cette vision de notre avenir, le premier exemple, je le redis, c'est Ariane. C'est ça qui est l'exemple aujourd'hui. On est à Toulouse, la capitale européenne de l'aéronautique et de l'espace. Je dis européenne de l'aéronautique et de l'espace. Et même les Américains Boeing, ils ont quand même quelques soucis avec nous, hein. Mais c'est pas parce qu'on est toulousain, c'est parce qu'on est européen. Hein. Ariane, on a Boeing, comment ça s'appelle ? Pas Boeing. Nos avions, ils sont européens. Hein, voilà. Alors voilà, il me semble que ce sujet d'européen, c'est ce qui est vital. Comment, tout ce que vous avez dit, comment on peut l'européaniser ? Comment peut-on l'européaniser, nos centres de recherche ? Et il y a aussi la France qui parle français. On devrait aussi parler un peu anglais. Par bonheur, notre président parle anglais. Mais quelles sont les autorités françaises qui parlent anglais, hein, je suis désolé. Hein. A few. Excusez-moi d'avoir été trop long. Non, je peux réagir très très vite, mais parce que s'il faut rendre la salle, je partage beaucoup de choses. Enfin, les lanceurs Ariane, il y a quand même la concurrence qui commence à émerger un peu partout. Hein. Mais juste un point important. Très bon exemple, le spatial, que je connais évidemment bien moins que vous, mais auquel je me suis intéressé un petit peu. Mais peut-être, ce serait peut-être l'interrogation du soir. L'exemple que je prends souvent aux étudiants, on a l'industrie spatiale que l'on a. On a 2 boîtes françaises fabuleuses, et je suis d'accord avec vous, tout doit se structurer au niveau européen, qui s'appellent Michelin et IGN, et on utilise Google Scholar. On utilise Google Maps. La transversalité, on n'a pas su la gérer beaucoup plus tôt. Voilà. C'est typiquement l'exemple. Google Maps, vous allez voir, c'est Google. De l'autre côté de la baie, il y a la NASA. Ça a été vite réglé. On est copains de fac, on bosse ensemble, même si on n'est pas de la même école d'ingénieurs. Mais par contre, on vient des mêmes établissements, transversaux, multidisciplinaires, etc. On avait tout. Enfin, moi, utiliser Google Maps avec un fond de carte Michelin, je pense que j'aurais été beaucoup plus heureux qu'avec le fond de carte affreux de Google. On avait tout pour faire ça. Avec l'IGN, vous imaginez les fonds de carte sur votre téléphone IGN, ce qu'on aurait pu faire. Et des choses comme ça, on peut continuer à en faire en France. On a tout ce qu'il faut, et en Europe, avec des grands réseaux, parce qu'on a des compétences en Europe. Mais on n'a pas su le faire. Par manque de transversalité, par hyper-spécialisation. Merci à tous, merci à Jérôme Vicente. Si vous souhaitez être tenu informé des prochains événements du CODEV, vous pouvez mettre votre adresse email sur la liste qui est à la sortie. Il y a également nos publications qui sont en libre accès. Vous pouvez vous servir sur la petite table qui est dehors. Et si vous avez si vous voulez revenir vers nous, je vous invite à consulter notre site internet. Merci.